Ils ont ri quand le garçon pauvre est monté sur le cheval le plus faible de l'écurie. Mais lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée, le silence s'est imposé dans les tribunes. L'aube n'avait pas encore percé le ciel gris de Lyon lorsqu'Antoine Dubois ouvrit les yeux dans la pénombre de sa chambre. Son réveil n'avait pas sonné. Il n'en avait pas besoin. Depuis la mort de son père, le sommeil était devenu pour lui un visiteur capricieux, qui ne s'attardait jamais jusqu'au matin. Dans le silence de l'appartement exigu des Minguettes, Antoine tendit la main vers la photo posée sur sa table de chevet. Le visage souriant de Lucien Dubois le regardait, figé dans un moment de bonheur d'avant l'accident. 3 années s'étaient écoulées depuis ce jour où son père avait quitté l'appartement en lui ébouriffant les cheveux, promettant de rentrer pour le dîner. Il n'était jamais revenu. « Les chevaux sont comme des miroirs d'eau, fils », murmurait Antoine, répétant les paroles que son père lui avait si souvent dites. Ils reflètent exactement qui nous sommes à l'intérieur, sans mensonge. Lucien avait travaillé comme dompteur dans les marais de Camargue avant de devenir ouvrier du bâtiment à Lyon. Le soir, il racontait à Antoine des histoires de chevaux sauvages galopant librement dans les étendues marécageuses, leurs crinières blanches flottant comme des étendards de liberté contre le ciel provençal. Antoine se leva silencieusement pour ne pas réveiller sa mère qui dormait dans la pièce voisine. Marielle partait chaque matin nettoyer les maisons dans les quartiers riches de Lyon, son corps déjà usé par des années de travail acharné. Depuis la mort de Lucien, Antoine jonglait entre le lycée professionnel et de petits boulots pour l'aider à joindre les deux bouts. Aujourd'hui était différent. Sa classe visitait le prestigieux haras de Chantilly, l'un des plus importants centres équestres de France. Une rare excursion organisée dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle, une opportunité que leur professeur avait présentée avec un enthousiasme excessif. Une chance de voir comment fonctionne l'élite équestre française, avait-il dit. Antoine sortit avec précaution son unique paire de chaussures présentables. Il les avait cirées la veille, effaçant méticuleusement chaque éraflure. Dans la cuisine minuscule, Marielle préparait déjà un sandwich qu'elle enveloppa soigneusement dans du papier aluminium. « Tu es sûr que tu ne préfères pas rester ici aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. « Tu pourrais faire quelques heures chez Monsieur Benali à l'épicerie. »« Je dois y aller, maman, c'est obligatoire. » Elle hocha la tête, glissant le sandwich dans son sac usé. « Fais attention à ne pas te faire remarquer, » dit-elle simplement. Antoine comprit ce qu'elle ne disait pas. « Ne te fais pas d'illusions. Ce monde n'est pas le tien. » Le car scolaire traversa la France, laissant derrière lui les tours grises des Minguettes pour les paysages verdoyants de l'Île-de-France. Les autres élèves chahutaient, excités par cette journée hors du quotidien, tandis qu'Antoine regardait défiler le paysage, perdu dans ses pensées. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à Chantilly, le contraste avec leur quartier était saisissant. Des écuries immaculées s'étendaient avec une élégance aristocratique, les bâtiments du XVIIIe siècle respirant la tradition et la richesse. Des chevaux d'une valeur inestimable occupaient des boxes plus spacieux que l'appartement qu'Antoine partageait avec sa mère. « Ne touchez à rien », prévint leur professeur tandis qu'ils descendèrent du car, et restez groupés. Un homme en uniforme impeccable les accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bienvenue au haras de Chantilly. Je suis Louis, votre guide pour aujourd'hui. » Le groupe d'adolescents fut conduit à travers les installations, Louis débitant des faits historiques d'une voix monotone. Les élèves s'extasiaient devant les trophées rutilants exposés dans des vitrines, prenant des selfies devant les chevaux de race. Antoine, lui, observait autre chose. La façon dont les chevaux réagissaient quand un palefrenier s'approchait. Comment certains tendèrent l'oreille au moindre bruit. Le langage subtil de leur corps que son père lui avait appris à décoder. Et maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir le propriétaire du haras, Monsieur Marcel Beaumont. Un homme d'une 60aine d'années s'avança, vêtu d'un costume sur mesure qui semblait valoir plus que tout ce qu'Antoine possédait. Son visage austère s'anima d'un sourire étudié. « Jeunes gens, je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu d'exception. Le monde équestre français est une tradition séculaire qui représente l'excellence de notre patrimoine. Nous sommes toujours à la recherche de jeunes talents passionnés, quelle que soit leur origine. » Son regard balaya le groupe d'adolescents, s'attardant sur leurs vêtements bon marché, leur posture mal assurée. Antoine sentit l'hypocrisie dans chaque syllabe prononcée. « Des questions ?» conclut Beaumont avec condescendance.
Personne n'osa lever la main. Parfait. Louis va poursuivre la visite. J'ai malheureusement d'autres obligations. Tandis que Beaumont s'éloignait, le groupe reprit sa progression à travers le domaine. Antoine écoutait d'une oreille distraite les explications sur les lignées prestigieuses, les prises astronomiques des reproducteurs, les méthodes d'entraînement traditionnelles. C'est alors qu'il l'entendit. Un hennissement différent des autres. Pas le salut amical d'un cheval bien dressé, mais le cri d'une créature en détresse, rauque et désespérée. Comme attiré par un aimant invisible, Antoine ralentit, laissant le groupe s'éloigner. Le son provenait d'une écurie isolée, à l'écart du circuit officiel de la visite. Il s'approcha silencieusement, poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. À travers la porte entr'ouverte, il l'aperçut. Un étalon noir d'une beauté saisissante, plus grand et plus puissant que tous les chevaux qu'il avait vus jusqu'alors. Un pur sang anglais, au port majestueux, à la robe brillante comme de l'onyx poli. Mais ce qui frappa Antoine, ce furent ses yeux. Des yeux qui montraient trop de blanc, injectés de rage et de terreur. L'animal frappait violemment les parois de son box avec ses sabots, son corps magnifique tendu comme un arc. « Hé, tu ne devrais pas être ici. » Antoine sursauta. Louis avait remarqué son absence et l'avait suivi. « Désolé, j'ai entendu... » « Reviens avec ton groupe, » ordonna Louis, puis il remarqua l'intérêt d'Antoine pour le cheval noir. Son expression s'adoucit légèrement. « C'est Tempête. Un cas particulier. Ne t'approche pas de lui. » Les autres élèves, attirés par la commotion, s'agglutinèrent à l'entrée de l'écurie. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Antoine, incapable de détacher son regard de l'animal. Louis hésita. Il était un champion avant l'accident à Longchamp. Maintenant, c'est juste un investissement perdu. Le guide fit signe au groupe de continuer, mais plusieurs élèves restèrent pour observer le cheval fou qui s'agitait dans son box. Tempête redoubla de furie devant ce public impromptu, ses sabots martelant le sol avec une violence alarmante. « Reculez, c'est dangereux », ordonna Louis. Il a déjà envoyé 3 palefreniers à l'hôpital. Tous s'exécutèrent, sauf Antoine. Quelque chose dans la détresse de l'animal résonnait en lui d'une façon qu'il ne pouvait ignorer. Il ne voyait pas la fureur que les autres percevaient. Il voyait la peur, la confusion, la douleur. « J'ai dit de reculer, jeune homme !» s'écria un employé qui passait par là. Mais Antoine resta immobile. Il respira profondément, comme son père lui avait appris à le faire quand l'anxiété le submergeait. Inspirant lentement, expirant plus lentement encore. Son corps se détendit. Ses épaules s'abaissèrent. Et alors, l'impensable se produisit. Tempête s'immobilisa. Le silence envahit soudain l'écurie. Le puissant étalon noir fixait Antoine, ses naseaux frémissants, son souffle encore rapide mais ses mouvements apaisés. Lentement, presque imperceptiblement, l'animal s'approcha de la barrière du box. « C'est impossible », murmura Louis, bouche bée. Personne ne bougeait, comme si le moindre mouvement risquait de briser ce moment suspendu dans le temps. Les yeux de Tempête, auparavant emplis de rage, semblaient maintenant poser une question silencieuse à Antoine. « Que se passe-t-il ici ?» La voix autoritaire de Marcel Beaumont brisa l'enchantement. Le propriétaire du haras s'avançait à grands pas dans l'écurie, son visage reflétant une contrariété à peine contenue. « Monsieur Beaumont, je suis désolé, » balbutia Louis. « Le groupe s'est égaré et... » « Éloignez-vous tous de cet animal, » coupa Beaumont. « Il est dangereux et imprévisible. » Il attrapa brusquement Antoine par le bras pour l'éloigner du box. « Qu'est-ce que tu crois faire, gamin ?» La réaction fut instantanée. Tempête poussa un hennissement furieux et se cabra, ses sabots avant frappant violemment la porte du box. Beaumont recula d'un bond, entraînant Antoine avec lui. Le chaos s'ensuivit. Les élèves crièrent, le professeur tenta de rassembler son groupe, des palefreniers accoururent avec des longes et des licoles. Au milieu de cette confusion, Beaumont fixait alternativement Antoine et le cheval noir qui s'était de nouveau emballé. Son expression passa de la colère à une curiosité calculatrice. « Intéressant », observa-t-il, desserrant lentement sa prise sur le bras d'Antoine. « Tu es qui exactement ?»« Antoine Dubois, monsieur. Des Minguettes, à Lyon. »« Les Minguettes », répéta Beaumont, comme s'il goûtait un vin particulièrement âcre. « Et qu'est-ce qu'un gamin des Minguettes connaît aux chevaux ?» Antoine hésita. Parler de son père, de la Camargue,
des histoires qu'il lui racontait semblaient trop personnelles pour être partagées avec cet homme au regard froid. « Mon père m'a appris à les observer, monsieur. Ton père est dresseur ? Il est décédé. Il travaillait dans le bâtiment. » Un sourire mince étira les lèvres de Beaumont. « Je vois. » La visite reprit son cours, mais quelque chose avait changé. Antoine sentait le regard de Beaumont sur lui, évaluateur, calculateur. Dans le car qui les ramenait à Lyon, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de Tempête, sa puissance, sa détresse, et ce bref instant où leurs regards s'étaient croisés. Cette nuit-là, Antoine rêva de chevaux blancs galopant librement dans les marais de Camargue et d'un étalon noir qui les rejoignait, sa crinière flottant dans le vent provençal comme un étendard de liberté retrouvée. Le lendemain, avant même que l'aube ne teinte le ciel, Antoine laissa un mot à sa mère. « Opportunité de travail, je t'appellerai. » Il prit 3 bus différents pour retourner à Chantilly, son cœur battant au rythme d'une certitude inexplicable. Lorsqu'il arriva au haras, le soleil commençait tout juste à dorer les élégantes façades. Une femme aux cheveux gris tressés en chignon serré balayait méthodiquement l'allée principale. Elle leva les yeux à son approche, son visage buriné par les années se plissant avec méfiance. « Le haras est fermé aux visiteurs jusqu'à 10 heures, dit-elle d'une voix ferme. « Je ne suis pas un visiteur, répondit Antoine en se redressant. Je cherche du travail. La femme s'appuya sur son balai, l'examinant de la tête aux pieds. Du travail? Ici? N'importe quel travail, insista Antoine. Nettoyer les box, balayer, porter le foin, je ferai tout ce qu'il faut. Pourquoi? Demanda-t-elle, sa méfiance cédant légèrement à la curiosité. Antoine prit une profonde inspiration. Parce que j'ai vu quelque chose dans les yeux de ce cheval noir. Quelque chose que personne d'autre n'a vu. La femme le dévisagea longuement, comme si elle cherchait à lire une vérité cachée sur son visage juvénile. Finalement, elle hocha imperceptiblement la tête. « Je suis Madeleine Leroy. Je m'occupe des chevaux ici depuis 40 ans. Nous avons seulement des postes pour nettoyer les écuries. Le salaire est minimum. »« J'accepte, » répondit Antoine sans hésitation. Madeleine sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais se ravisa. « Suis-moi, je vais te présenter au responsable. » Tandis qu'il traversait le domaine baigné de lumière matinale, Antoine sentit une présence invisible le suivre. Quelque part dans une écurie isolée, un étalon noir l'attendait, une créature aussi brisée et incomprise que lui-même. « Intéressant », observa Beaumont avec un sourire sarcastique lorsqu'il fut informé plus tard dans la journée. « Le garçon de la banlieue qui croit comprendre les chevaux, laissez-le nettoyer le crottin. On verra bien combien de temps il tiendra avant de retourner dans son quartier. » Durant le trajet de retour vers Lyon, Antoine restait silencieux, le front appuyé contre la vitre fraîche du car scolaire. Alors que ses camarades bavardaient avec animation sur les chevaux de prix et l'opulence du haras, son esprit demeurait captif de l'image de Tempête. Ses yeux, ce bref instant où la fureur avait cédé la place à quelque chose d'autre, une reconnaissance peut-être. Comment oublier ce regard qui semblait refléter sa propre solitude? La banlieue réapparut, grise et familière, les tours des Minguettes se dressant contre un ciel assombri. Antoine descendit machinalement du car, répondant distraitement aux au revoir de ses camarades. Dans son appartement, il trouva sa mère assoupie sur le canapé usé, encore vêtue de son uniforme de femme de ménage. Il la couvrit d'une couverture sans la réveiller. Cette nuit-là, son sommeil fut peuplé de chevaux. Non pas les élégants pur-sang de Chantilly, mais les chevaux sauvages dont parlait son père, libres, indomptés, galopant dans l'écume des marais. Et parmi eux, toujours, l'étalon noir, sa crinière flottant comme une bannière de révolte. À l'aube, sa décision était prise. Antoine se leva dans la pénombre, écrivit quelques mots sur un bout de papier. « Maman, j'ai trouvé une opportunité de travail. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai. » Il glissa la note sur la table de la cuisine, prit son sac à dos contenant le strict nécessaire et quitta l'appartement. Le voyage jusqu'à Chantilly lui prit près de 4 heures. 3 bus différents, des correspondances interminables, le temps de réfléchir à l'absurdité de son entreprise. Qu'espérait-il accomplir? Pourquoi ce cheval l'obsédait-il à ce point?
Les questions tourbillonnaient, sans réponse. Lorsqu'il franchit enfin les grilles du haras, le soleil émergeait tout juste à l'horizon, baignant les bâtiments d'une lumière dorée qui adoucissait leur austérité. L'endroit semblait différent sans l'agitation de la veille, plus paisible, mais aussi plus intimidant dans sa grandeur silencieuse. Une femme aux cheveux gris tressés balayait l'allée principale. Son visage buriné par les années, et le grand air se plissa d'étonnement en apercevant Antoine. « Le haras n'est pas ouvert aux visiteurs à cette heure », dit-elle d'une voix ferme mais pas hostile. « Je ne suis pas un visiteur », répondit Antoine en se redressant. « Je cherche du travail. » La femme s'appuya sur son balai, l'observant attentivement. « Du travail? Ici? »« Oui, madame. N'importe quel travail. »« Je m'appelle Madeleine Leroy, » dit-elle après un moment de silence. « Et toi, qui es-tu ?»« Antoine Dubois. J'étais avec le groupe d'élèves hier. » Une lueur de reconnaissance traversa le regard de Madeleine. « Ah, le garçon qui a calmé tempête. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. « Vous l'avez vu ?»« Tout le monde en parle, » répondit-elle simplement. « Pourquoi es-tu revenu ?» Antoine hésita. Comment expliquer cette certitude irrationnelle, ce sentiment d'avoir été appelé? « Parce que j'ai vu quelque chose dans les yeux de ce cheval, quelque chose que personne d'autre n'a vu. » Madeleine le dévisagea longuement, comme si elle cherchait à évaluer sa sincérité. « Nous avons seulement des postes pour nettoyer les écuries, » dit-elle finalement. « Le salaire est minimum. »« J'accepte, » répondit Antoine sans hésitation. « Tu n'as même pas demandé combien. »« Ça n'a pas d'importance. » Un sourire fugace adoucit les traits de Madeleine. « Suis-moi. » Ils traversèrent le domaine en silence. Dans la lumière matinale, Antoine distinguait mieux l'étendue du haras. Les paddocks impeccables, les écuries aux proportions harmonieuses, le manège couvert dont la structure évoquait une cathédrale dédiée au culte du cheval. « Tu es de Paris ?» demanda Madeleine. « Non, de Lyon, des Minguettes. » Elle hocha la tête sans commentaire, mais Antoine perçut la légère raideur dans ses épaules. Les Minguettes, ce nom évoquait immanquablement les émeutes, l'immigration, la pauvreté. Un monde à des années-lumière de Chantilly. Dans le bureau administratif, un homme en chemise impeccable leva à peine les yeux de son ordinateur pour examiner les papiers qu'Antoine lui tendait. Son regard s'attarda sur l'adresse. « Les Minguettes, c'est loin pour venir travailler. »« J'ai trouvé un logement, » mentit Antoine avec assurance. L'homme haussa les épaules. « Comme tu veux. Tu commences aujourd'hui. Madeleine te montrera. » Quelques heures plus tard, Marcel Beaumont fut informé du nouveau palefrenier. Il s'interrompit au milieu d'une conversation téléphonique, son visage trahissant une surprise amusée. « Le garçon de la banlieue, laissez-le nettoyer le crottin, » dit-il avec un rictus. « Il ne tiendra pas une semaine. C'est tout ce qu'il saura faire dans la vie, de toute façon. » Les premiers jours furent brutaux. Antoine se levait avant l'aube pour aider aux soins matinaux, nettoyer les box toute la journée, porter des sacs de copeaux et des ballots de foin qui meurtrissaient ses épaules non habituées. Ses mains, autrefois douces, se couvrirent d'ampoules qui éclatèrent puis formèrent des callosités. Chaque soir, il s'effondrait d'épuisement sur une paillasse de fortune dans un recoin de la sellerie que Madeleine lui avait discrètement aménagée. Les autres palefreniers l'observaient avec un mélange de curiosité et de méfiance. Antoine les entendait parfois murmurer sur son passage. « 5 € qu'il ne tient pas jusqu'à vendredi, » disait l'un. « 10 qu'il pleure avant jeudi, » renchérissait un autre. Seule Madeleine lui témoignait une certaine bienveillance, lui montrant les gestes efficaces, corrigeant ses erreurs sans humiliation. « Tu apprends vite » remarqua-t-elle un matin, après qu'Antoine eut correctement préparé la ration d'un vieux hongre exigeant. « Mon père disait que regarder avec attention, c'est déjà comprendre à moitié, » répondit-il. Un léger sourire adoucit le visage austère de Madeleine. « Ton père avait raison. » Le 4e jour, Antoine croisa pour la première fois Catherine, la fille de Beaumont. Elle surgit dans l'écurie principale, alors qu'il terminait de nettoyer un box, sa silhouette élancée se découpant dans l'encadrement de la porte. Avec ses bottes d'équitation impeccables et sa veste sur mesure, elle incarnait tout ce qu'Antoine n'était pas. La richesse, l'assurance, l'appartenance légitime à ce monde. « C'est toi le nouveau palefrenier » demanda-t-elle sans préambule. Antoine se redressa, conscient de son apparence.
sa chemise tachée de sueur, ses mains rugueuses agrippant une fourche. « Oui, mademoiselle. » Elle l'observa avec une curiosité non dissimulée. « Tu es le garçon qui a calmé Tempête, n'est-ce pas ?»« Je n'ai rien fait de spécial. » répondit-il, mal à l'aise sous ce regard scrutateur. « Ce n'est pas ce que j'ai entendu. » Elle s'approcha, son parfum délicat contrastant avec l'odeur de paille et de cheval. « Personne n'arrive à l'approcher depuis l'accident. »« Qu'as-tu fait exactement ?»« Rien. Je l'ai juste regardé. » Catherine pencha légèrement la tête, comme si elle essayait de résoudre une énigme. « Intéressant. » Puis, sans transition. « Mon père dit que tu ne tiendras pas une semaine. » Antoine sentit une vague de chaleur monter à ses joues. « Votre père se trompe. » Un sourire inattendu illumina le visage de Catherine. « J'espère bien, » dit-elle avant de tourner les talons et de disparaître aussi soudainement qu'elle était apparue. Ce soir-là, quand tous les employés eurent quitté le haras, Antoine resta. Il avait repéré l'écurie isolée où était gardée Tempête, à l'écart des autres chevaux. Le cœur battant, il s'en approcha silencieusement dans l'obscurité grandissante. Les talons noirs étaient là, sa silhouette massive se détachant dans la pénombre. En entendant les pas d'Antoine, il s'agita, frappant la paroi de son box d'un coup de sabot nerveux. Antoine s'assit simplement sur un ballot de paille, à distance respectueuse. Il ne dit rien, ne fit aucun geste pour s'approcher. Il était simplement là, présent, respirant doucement dans le silence de l'écurie. Tempête s'ébroua bruyamment, piaffant avec agitation. Ses yeux reflétèrent la méfiance absolue d'un animal qui a appris à craindre l'homme. Antoine resta immobile, se contentant d'être là, témoin silencieux de cette détresse. Une heure passa ainsi, puis Antoine se leva lentement. « Bonne nuit, Tempête », dit-il doucement avant de partir. La nuit suivante, il revint. Cette fois, il apporta un petit carnet et un crayon. Tandis que Tempête s'agitait nerveusement au fond de son box, Antoine commença à dessiner. Pas le cheval lui-même, mais les souvenirs que son père lui avait décrits. Les chevaux de Camargue galopant dans l'écume des vagues, leurs crinières blanches flottant dans le vent marin. La troisième nuit, Antoine commença à chanter doucement. Une vieille chanson provençale que son père lui fredonnait, Loup Mistral, qui parlait du vent puissant soufflant sur la Camargue et des chevaux sauvages défiant sa fureur. Sa voix n'était pas particulièrement belle, mais elle portait la douceur des souvenirs préservés. À sa grande surprise, Tempête s'immobilisa, les oreilles dressées dans sa direction. L'animal ne s'approcha pas, mais son agitation cessa pendant que duraient les notes fragiles. Chaque nuit suivait le même rituel. Antoine terminait ses corvées, attendait que le haras soit désert, puis se glissait discrètement jusqu'à l'écurie isolée. Parfois, il lisait à voix haute des passages de livres empruntés à la petite bibliothèque municipale de Chantilly. D'autres fois, il jouait quelques notes sur une petite flûte en bois que son père lui avait taillée. Tempête restait méfiant, mais son hostilité initiale s'atténuait progressivement. Il s'approchait un peu plus chaque soir, sa curiosité l'emportant lentement sur sa peur. Le cinquième soir, alors qu'Antoine chantait doucement « Loup Mistral », l'impensable se produisit. Tempête s'avança jusqu'à la grille de son box, son souffle chaud effleurant l'air à quelques centimètres d'Antoine. Ils restèrent ainsi, immobiles, partageant le même espace sans se toucher, unis par quelque chose de plus profond que le contact physique. Lorsqu'Antoine se leva finalement pour partir, Tempête émit un léger hennissement, un son doux, presque interrogatif, si différent des cris furieux qu'il poussait habituellement. C'était le premier son que l'animal produisait qui n'exprimait pas la rage ou la terreur. Antoine sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il peinait à définir. « À demain », murmura-t-il, avant de s'éloigner silencieusement dans la nuit. Ce qu'il ignorait, c'est que Madeleine l'avait observé depuis l'ombre d'un pilier. La vieille femme avait suivi le manège d'Antoine depuis le premier soir. Intriguée par ce garçon qui semblait comprendre instinctivement ce que des années d'expérience équestre lui avaient enseigné, que la patience et le respect étaient les seules clés véritables du cœur d'un cheval. « Mon Dieu !» murmura-t-elle pour elle-même, tandis qu'Antoine disparaissait dans l'obscurité. « C'est donc vrai ce qu'on dit. Parfois les chevaux choisissent à leur humain. »
Son visage s'assombrit soudain d'inquiétude. Mais si Beaumont découvre ce qui se passe ici, ce garçon n'a aucune idée du danger qu'il court. Le ciel se teintait d'or pâle lorsqu'Antoine franchit les portes des écuries. Ces dernières semaines, il avait appris à aimer cette heure particulière où le haras s'éveillait doucement, baigné dans la lumière naissante. Le jeune homme inspira profondément l'odeur familière de paille fraîche et de cuir, savourant ce moment de quiétude avant que la journée ne s'emballe. Son carnet de notes serré contre sa poitrine, il s'accorda quelques instants pour observer le soleil se lever au-dessus des paddocks. Depuis son arrivée à Chantilly, ce petit cahier était devenu son confident le plus précieux. Il y consignait méticuleusement ses observations quotidiennes, notamment celles concernant Tempête. « Les chevaux parlent avec le corps entier », avait-il écrit la veille. « Tempête porte des blessures que nous ne pouvons pas voir. » Cette phrase, Antoine l'avait rédigée après une nouvelle séance nocturne auprès de l'étalon noir. Chaque soir, après que tous avaient quitté le haras, il retournait silencieusement vers le box isolé, s'asseyant à distance respectueuse, construisant patiemment ce que seul lui considérait comme une conversation. « Tiens », dit une voix derrière lui, le faisant sursauter. Madeleine se tenait là, un livre usé entre les mains. « C'était à mon grand-père », expliqua-t-elle en lui tendant l'ouvrage relié de cuir craquelé. Un traité sur le comportement équin écrit bien avant toutes ces méthodes modernes à la mode. Antoine accepta le livre avec révérence, caressant délicatement la couverture patinée par les années. Mon grand-père disait que pour comprendre un cheval, il faut d'abord apprendre sa langue, poursuivit Madeleine, son regard perçant étudiant les réactions du jeune homme. Tu sembles l'avoir compris instinctivement. Je ne prétends pas comprendre Tempête, murmura Antoine. J'essaie juste d'être présent pour lui. Madeleine hocha la tête, satisfaite de cette réponse. Viens, j'ai quelque chose d'autre à te montrer. Elle le conduisit jusqu'à une petite remise à l'écart, où elle conservait ses affaires personnelles. D'un tiroir, elle sortit une coupure de journal jaunie par le temps. La photo montrait un magnifique étalon noir s'écroulant violemment sur la piste de Longchamp, son jockey projeté dans les airs comme une poupée de chiffon. C'était il y a 18 mois, expliqua Madeleine. Tempête était favori pour le prix de l'Arc de Triomphe. Beaumont avait misé une fortune sur lui. Antoine scruta l'image, le cœur serré. Les traits tendus du jockey, le fouet levé, la posture désespérée du cheval juste avant la chute, tout témoignait d'une pression insoutenable. Le jockey a utilisé la cravache excessivement dans la dernière ligne droite, continua Madeleine, sa voix trahissant une colère contenue. Beaumont lui hurlait de pousser le cheval au-delà de ses limites. « C'est ce qui a causé l'accident ?» demanda Antoine, incapable de détacher son regard de l'image tragique. « La chute a brisé ses os, mais ce n'est pas ce qui l'a vraiment détruit, » répondit doucement Madeleine. « Ce qui a brisé Tempête, c'est la trahison. Il a tout donné, et en échange, il n'a reçu que douleur et abandon. » Cette révélation résonna profondément en Antoine. N'était-ce pas ce que tant de gens de son quartier ressentaient aussi? Donner tout ce qu'ils avaient, leur travail, leur loyauté, leurs espoirs, pour ne recevoir en retour que mépris et rejet. « Que lui est-il arrivé après l'accident ?» demanda-t-il. Des mois de rééducation coûteuse. Beaumont espérait faire de lui un étalon reproducteur, mais Tempête est devenu agressif envers tous les humains. Un investissement perdu, comme ils disent. Le soir même, Antoine s'installa près du box de Tempête avec un nouveau regard. Il ne voyait plus seulement un cheval sauvage, mais un athlète trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Avec délicatesse, il sortit de sa poche une petite flûte en bois sculptée que son père lui avait offerte. « Mon père disait que la musique peut exprimer ce que les mots ne peuvent pas atteindre », murmura-t-il avant de porter l'instrument à ses lèvres. Les premières notes, hésitantes, s'élevèrent dans l'air frais du soir. Une mélodie simple, presque enfantine, mais jouée avec une sincérité qui transcendait sa simplicité. Tempête, d'abord méfiant, dressa les oreilles. Ses naseaux frémirent, évaluant cette nouvelle forme de communication. Dans son carnet, plus tard, Antoine écrirait « Les chevaux apprécient le son de la voix humaine quand elle ne porte aucune exigence. Aujourd'hui, j'ai lu « Le Petit Prince » à Tempête pendant 1 heure. C'était devenu son rituel. Parfois, il lisait à voix haute, choisissant des passages qui parlaient de liberté, d'amitié, de confiance. D'autres fois, il se contentait de raconter sa journée,
les petites victoires et les frustrations quotidiennes. Tempête l'écoutait, ses yeux sombres fixés sur lui avec une intensité troublante. « Que fais-tu ici » La voix fit sursauter Antoine. Catherine se tenait à l'entrée de l'écurie, sa silhouette élancée se découpant dans la lumière du crépuscule. « Si mon père te trouve ici après les heures de travail, s'il vous plaît, » interrompit Antoine, « ne lui dites rien. » Catherine s'approcha, observant avec fascination Tempête qui, étonnamment, n'avait pas réagi avec son agressivité habituelle à cette présence nouvelle. « C'est extraordinaire, » murmura-t-elle. « D'habitude, il devient fou quand quelqu'un s'approche. »« Comment fais-tu » Antoine haussa les épaules, embarrassé. « Je ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit de lui. Je suis juste là, avec lui. » Catherine l'étudia longuement, comme si elle découvrait une espèce inconnue. « Tu es différent des autres palefreniers. Parce que je viens des Minguettes ? Parce que tu regardes les chevaux comme des êtres sensibles, pas comme des machines à gagner de l'argent, » répondit-elle simplement. À partir de cette soirée, Catherine devint une alliée inattendue. Parfois, elle apportait discrètement de la nourriture à Antoine pour ses veillées nocturnes. D'autres fois, elle le prévenait quand son père prévoyait une visite tardive aux écuries. Une complicité fragile se tissait entre la fille du propriétaire et le garçon de la banlieue, fondée sur leur amour commun des chevaux et leur rejet partagé des méthodes autoritaires. Les jours passaient, rythmés par la routine du haras. Antoine travaillait sans relâche, supportant stoïquement les remarques désobligeantes de certains palefreniers. La nuit, il retrouvait Tempête, construisant patiemment un langage fait de silence, de musique et de présence. Un soir d'orage, alors qu'Antoine lisait tranquillement près du box, un violent coup de tonnerre retentit, faisant trembler les murs de l'écurie. Tempête se cabra brutalement, frappant les parois de son box avec une terreur renouvelée. Les autres palefreniers, alertés par le vacarme, accoururent, mais restèrent prudemment à distance. « Ce cheval est dangereux !» s'exclama l'un d'eux. « Il va finir par tuer quelqu'un. » Antoine, lui, ne bougea pas. Il ferma son livre et commença à respirer profondément, exagérant le mouvement de sa poitrine, inspirant lentement par le nez, expirant par la bouche. Sans un mot, sans un geste vers le cheval, il créait un îlot de calme au milieu de la tempête. « Il n'est pas agressif », expliqua-t-il plus tard à Catherine qui l'avait observé avec admiration. « Il est terrifié. La peur ressemble à la colère quand on n'a pas d'autre moyen de se protéger. » Un mois après son arrivée au haras, Antoine franchit une nouvelle étape. Alors que Tempête s'était habitué à sa présence quotidienne, venant désormais systématiquement à la grille de son box lorsqu'il entendait les pas du jeune homme, Antoine décida de tenter un rapprochement plus concret. Avec une lenteur délibérée, il tendit la main à travers les barreaux. Non pas pour toucher Tempête, ce serait encore prématuré, mais simplement pour offrir sa présence d'une nouvelle façon. Le cheval observa cette main tendue avec méfiance, les oreilles plaquées en arrière, prêt à se défendre. Antoine resta parfaitement immobile, la main suspendue dans l'espace entre eux. « C'est ton choix », murmura-t-il. « Je ne t'obligerai à rien. » Les minutes s'étirèrent, interminables. Puis, avec une hésitation palpable, Tempête avança son museau. Il ne toucha pas la main d'Antoine, mais s'approcha suffisamment pour respirer son odeur, ses naseaux frémissant analysant l'information olfactive. C'était un moment d'une intimité bouleversante. Non pas un contact physique, mais quelque chose de plus profond encore. Une première brèche dans le mur de méfiance. Pendant ce temps, dans le bureau luxueux du haras, Marcel Beaumont étudiait froidement les registres financiers. Son doigt s'arrêta sur le nom de Tempête dans la liste des actifs. « Philippe, » dit-il au directeur d'entraînement assis face à lui, « nous sommes à 2 mois du Grand Prix de Chantilly. Ce cheval m'a coûté une fortune. Soit vous le remettez en état de courir d'ici là, soit nous le vendons pour l'abattoir. » Philippe Roux, un homme trapu aux méthodes traditionnelles, hocha la tête avec gravité. « Je vais intensifier son entraînement dès demain. Nous utiliserons des méthodes plus persuasives. » Beaumont esquissa un sourire satisfait, ignorant que ses paroles venaient de déclencher une bataille qui dépasserait largement la valeur d'un simple cheval. Les paroles de Beaumont résonnaient encore dans les couloirs du haras, ignorées de tous, sauf de ceux qu'elles concernaient directement.
Dès l'aube suivante, Philippe Roux, le chef entraîneur, se dirigea d'un pas déterminé vers l'écurie isolée. Son visage fermé ne trahissait aucune émotion tandis qu'il portait sous le bras un équipement que les palefreniers reconnurent immédiatement. Un caveçon à chaîne, des éperons particulièrement agressifs et une cravache en cuir tressé. Antoine, qui distribuait le foin matinal, sentit son cœur se serrer en voyant passer l'entraîneur. Quelque chose dans sa démarche, dans la rigidité de ses épaules, annonçait une confrontation qu'il redoutait depuis des semaines. « Qu'est-ce qu'il va faire ?» demanda-t-il à Madeleine, qui observait elle aussi la scène avec inquiétude. « Ce que Beaumont lui a ordonné, » répondit-elle sobrement. « Remettre Tempête au travail, par tous les moyens. » De l'écurie isolée parvinrent bientôt des bruits qui glacèrent le sang d'Antoine. Hennissements furieux, chocs violents contre les parois, ordres criés d'une voix impérieuse. Incapable de rester inactif, le jeune homme s'approcha discrètement, dissimulé dans l'ombre d'un pilier. Ce qu'il vit le figea sur place. Philippe tentait de passer un caveçon à Tempête, tirant brutalement sur les lanières tandis que l'animal se débattait avec une panique grandissante. L'entraîneur, frustré par cette résistance, frappa sèchement le flanc du cheval avec sa cravache. « Monsieur Beaumont m'a donné carte blanche », déclara Philippe à l'assistant qui l'accompagnait. « Cet animal nous a coûté une fortune. Soit il redevient utile, soit il part à l'abattoir. » Antoine serra les poings, impuissant. Intervenir signifierait perdre son travail, perdre tout accès à Tempête. Mais comment rester simple spectateur de cette violence? La décision fut prise pour lui. Dans un sursaut de terreur, Tempête se cabra violemment, ses sabots antérieurs frôlant dangereusement la tête de Philippe. L'entraîneur tomba à la renverse, évitant de justesse d'être piétiné lorsque l'étalon retomba lourdement. « Sortez! Sortez immédiatement !» hurla l'assistant, entraînant Philippe hors du box. L'entraîneur se releva, le visage écarlate de rage et d'humiliation. « Cette bête est irrécupérable, un danger public. » Beaumont, attiré par le vacarme, apparut à l'entrée de l'écurie. « Que se passe-t-il ici ? Ce cheval est impossible, » vociféra Philippe en époussetant son pantalon souillé. « Un cas désespéré. Il a délibérément essayé de me tuer. » Le propriétaire observa froidement l'étalon noir qui continuait de s'agiter dans son box, frappant les parois avec une détresse évidente. « C'est un gaspillage d'argent et d'espace, » conclut-il avec mépris avant de tourner les talons. Cette nuit-là, Antoine se glissa comme d'habitude vers l'écurie isolée, mais avec une appréhension nouvelle. Il trouva Tempête dans un état d'agitation extrême, les flancs couverts de sueur malgré la fraîcheur nocturne, les yeux injectés de sang roulant dans leurs orbites. Au lieu de s'asseoir à distance comme à son habitude, Antoine prit une décision qui allait à l'encontre de toute prudence. Lentement, il ouvrit la porte du box et entra dans l'espace de Tempête. Le cheval recula brusquement, soufflant avec force par ses naseaux dilatés. Tout son corps exprimait une méfiance absolue, prêt à attaquer au moindre geste menaçant. Antoine ne tenta pas de s'approcher. Il s'assit simplement sur la paille fraîche, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Et là, confronté à la détresse de cet animal magnifique, il fit ce qu'il n'avait jamais osé faire devant lui. Il pleura. Des larmes silencieuses d'abord, puis des sanglots qui secouaient ses épaules tandis qu'il libérait toute la tension accumulée. « Je suis désolé », murmura-t-il entre deux respirations hachées. « Tellement désolé pour ce qu'ils t'ont fait. » Tempête observait cette manifestation d'émotion avec une curiosité évidente, ses oreilles pointées vers Antoine, son souffle progressivement apaisé. « Je comprends, tu sais », continua Antoine en essuyant ses larmes. « Je sais ce que c'est quand les gens ne voient en toi que ce que tu peux leur rapporter. Quand ta valeur dépend uniquement de ton utilité. » Il parla longtemps, déversant des pensées qu'il n'avait jamais partagées. La douleur d'avoir perdu son père, la précarité de leur existence aux Minguettes, les regards condescendants qu'il croisait chaque jour au haras. Des expériences différentes mais qui résonnaient avec une vérité commune, celle d'être jugé inférieur par un système qui ne valorisait que la performance et le profit. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tempête, qui s'était progressivement rapproché pendant ce monologue, tendit son encolure massive. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette puissance, il effleura l'épaule d'Antoine de son museau velouté. Ce contact,
si léger qu'il était à peine perceptible, représentait une percée monumentale. Le premier geste volontaire de confiance depuis l'accident qui avait brisé non seulement son corps, mais aussi sa foi en l'humanité. Antoine resta parfaitement immobile, retenant son souffle de peur de briser cet instant précieux. Les secondes s'étirèrent en minutes, le temps suspendu dans cette communion silencieuse entre deux êtres blessés qui se reconnaissaient mutuellement. « Tu l'as fait », murmura une voix depuis l'entrée du box. Antoine sursauta légèrement, mais prit soin de ne pas faire de mouvement brusque. Madeleine se tenait là, son visage ridé illuminé par un sourire ému. « Je savais que tu étais différent », dit-elle doucement. « Mais je ne soupçonnais pas à quel point. » Les jours suivants marquèrent un tournant dans la relation entre Antoine et Madeleine. La vieille femme, impressionnée par ce qu'elle avait vu, devint une alliée active plutôt qu'une simple observatrice bienveillante. Un matin, elle l'emmena dans son petit logement de fonction, une modeste maison à l'écart du bâtiment principal. De sous son lit, elle tira une vieille malle en bois qui contenait des trésors inestimables, des journaux équestres jaunis, des manuels anciens reliés de cuir, des carnets manuscrits. « Ce sont les enseignements transmis dans ma famille depuis des générations », expliqua-t-elle en lui tendant un carnet particulièrement usé. « Mon grand-père était chuchoteur en Normandie avant même que ce terme ne devienne à la mode. » Antoine parcourut les pages avec révérence, découvrant des techniques oubliées, des observations minutieuses sur le langage corporel équin, des méthodes fondées sur la patience et le respect mutuel plutôt que sur la domination. Mon grand-père disait qu'un bon cavalier apprend d'abord la langue du cheval, avant de lui enseigner la sienne, expliqua Madeleine en observant l'intérêt passionné du jeune homme. Ces connaissances précieuses permirent à Antoine d'affiner son approche. Au lieu d'imposer sa volonté à Tempête, il commença à lui offrir des choix. Un soir, il déposa simplement un licol sur le sol du box, s'éloignant pour laisser l'animal l'examiner librement. Tempête renifla l'objet avec méfiance, mais sans la panique qui l'aurait saisi quelques semaines plus tôt. Après une longue délibération, il le poussa du bout du nez, non pas en signe de rejet mais d'exploration curieuse. « C'est un dialogue », expliqua Antoine à Catherine lors d'une de ses visites nocturnes. Pas un monologue où l'humain dicte et le cheval obéit. Le cercle des alliés d'Antoine s'élargissait discrètement. Jean-Pierre, le vieux maréchal ferrant du Haras, l'avait remarqué un matin alors qu'il examinait attentivement les sabots d'un yearling. « Tu t'intéresses à la ferrure » avait-il demandé, surpris par la minutie des observations du jeune homme. « À tout ce qui concerne les chevaux » avait répondu simplement Antoine. Jean-Pierre, habituellement taciturne, s'était lancé dans une explication passionnée sur l'importance d'une ferrure adaptée, les signes de déséquilibre à surveiller, l'impact sur toute la biomécanique du cheval. Antoine buvait ses paroles, posant des questions pertinentes qui révélaient une compréhension intuitive. Le sabot de Tempête montre des signes d'amélioration, remarqua Jean-Pierre quelques jours plus tard, après avoir observé l'étalon noir à distance. Moins d'usure asymétrique. Qu'as-tu changé dans sa routine ? Rien dans sa routine, juste sa perception du monde qui l'entoure. Le maréchal Ferrand hocha la tête pensivement. Continue, ce que tu fais marche, même si je ne comprends pas comment. Amélie Dumas, la vétérinaire qui visitait hebdomadairement le Haras, fut la suivante à remarquer les changements chez Tempête. Lors d'un examen de routine, elle observa avec étonnement que l'étalon autrefois impossible à approcher acceptait maintenant sa présence, à condition qu'Antoine reste à ses côtés. Ses marqueurs de stress semblent avoir diminué, nota-t-elle en examinant ses muqueuses. Son poil est plus brillant, sa musculature se redéveloppe harmonieusement. Avant de partir, elle glissa discrètement à Antoine une boîte de compléments alimentaires. Des oméga 3 et du magnésium, excellent pour le système nerveux des chevaux ayant subi des traumatismes, expliqua-t-elle avec un clin d'œil complice. Chaque petit progrès était soigneusement consigné dans le carnet d'Antoine. « Aujourd'hui, Tempête a choisi le contact », écrivit-il un soir avec une émotion palpable. « Ce n'était pas ma décision, mais la sienne. Peut-être est-ce ainsi que la confiance commence réellement. » Les semaines passaient, rythmées par ce patient travail de reconstruction. Antoine avait développé une routine avec Tempête, d'abord la lecture ou la musique pour établir une atmosphère paisible, puis des exercices simples où le cheval pouvait choisir de participer ou non. Un jour, Antoine apporta une selle légère qu'il déposa simplement au centre du box.
Tempête l'observa avec méfiance, mais sans la panique qui l'aurait autrefois saisi. Le lendemain, Antoine la plaça délicatement sur son dos, sans sangle, juste pour que l'animal s'habitue à son poids et à sa présence. 3 mois après son arrivée au haras, Antoine réussit l'impensable. Tempête accepta d'être scellée complètement, sans manifester la moindre résistance. Pas encore montée, mais équipée, comme une première étape vers une confiance renouvelée. « C'est comme une danse », expliqua-t-il à Catherine qui observait, émerveillée. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, toujours en respectant son rythme. Ce jour-là, alors qu'Antoine ajustait doucement les étrivières, savourant cette victoire silencieuse, un bruit de mains qui claquent brisa la quiétude du moment. Des applaudissements lents, mesurés, sarcastiques. Marcel Beaumont se tenait dans l'encadrement de la porte, son visage affichant une admiration feinte qui dissimulait mal quelque chose de plus dangereux dans son regard. « eh bien, dit-il en s'avançant dans l'écurie. Il semblerait que notre petit palefrenier des banlieues ait des talents cachés. »« eh bien, répéta Beaumont en s'avançant dans le box, ses chaussures italiennes foulant la paille fraîche avec une nonchalance étudiée. « Qu'avons-nous là ?» Antoine sentit son cœur s'accélérer, mais s'efforça de maintenir une apparence calme pour ne pas agiter Tempête. L'étalon noir, percevant la tension soudaine, recula légèrement, ses oreilles pivotant nerveusement. « Monsieur Beaumont, je peux tout expliquer », commença Antoine, une main posée sur l'encolure de Tempête dans un geste protecteur. « Expliquer quoi exactement ?» Le propriétaire esquissa un sourire glacial. « Que tu t'introduis dans mes écuries après les heures de travail ? Que tu manipules un animal dangereux sans autorisation ? Ou peut-être que tu te prends pour un dresseur alors que tu n'es qu'un gamin des Minguettes engagé pour nettoyer le fumier ?» Chaque mot claquait comme un coup de fouet, délibérément choisi pour humilier. Antoine sentit la colère monter en lui, mais la réprima. Ce n'était pas le moment. Un garçon de la banlieue qui pense pouvoir dresser un pur sang, poursuivit Beaumont avec dédain. Tu te crois spécial parce que ton père racontait des histoires sur les chevaux de Camargue ? La mention de son père, prononcée avec tant de mépris, fit monter le sang aux joues d'Antoine. Tempête, sentant le changement d'énergie, s'agita davantage, son souffle devenant plus rapide. « Tu es renvoyé », déclara Beaumont avec une finalité glaciale. « Ramasse tes affaires et disparais avant que je n'appelle la sécurité. »« Papa, attends !» Catherine apparut à l'entrée du box, essoufflée comme si elle avait couru. Son regard passa rapidement de son père à Antoine, puis à Tempête qui, étonnamment, restait relativement calme malgré la tension palpable. « Ce n'est pas ce que tu crois », plaida-t-elle. Antoine a fait des progrès incroyables avec Tempête. Regarde par toi-même, le cheval porte une selle. Personne n'a réussi cela depuis l'accident. Beaumont observa sa fille avec une irritation à peine dissimulée. « Catherine, ne te mêle pas de ça. Ce garçon a outrepassé ses fonctions, violé les règles élémentaires de sécurité et… »« Papa, écoute-moi » insista Catherine en s'avançant dans le box malgré les regards d'avertissement d'Antoine. « Antoine a accompli plus de progrès avec Tempête en 3 mois que tous tes entraîneurs coûteux en 2 ans. Est-ce que ça n'intéresse pas l'homme d'affaires en toi ?» Ces mots semblèrent toucher une corde sensible chez Beaumont. Il s'immobilisa, son regard calculateur passant de l'étalon à Antoine, puis à sa fille. Une idée semblait germer dans son esprit, transformant progressivement son expression courroucée en quelque chose de plus insidieux. « Alors comme ça, tu as dompté l'animal indomptable ?» demanda-t-il à Antoine, son ton désormais empreint d'une curiosité malsaine. « Je ne l'ai pas dompté », corrigea doucement Antoine. « Nous avons établi une relation de confiance. »« Une relation », répéta Beaumont avec un rictus. « Comme c'est touchant. » Il fit quelques pas dans le box, examinant Tempête avec un intérêt nouveau. Non pas l'intérêt d'un amoureux des chevaux, mais celui d'un homme qui évalue un bien. « La semaine du cheval commence dans 2 semaines, dit-il soudainement. Le grand défilé d'ouverture rassemblera tout ce qui compte dans le monde équestre français. Antoine attendit, méfiant, sentant qu'un piège se refermait lentement autour de lui. « Voici ma proposition, » poursuivit Beaumont, son sourire s'élargissant. « Si tu parviens à monter ce cheval traumatisé lors du défilé, sans nous ridiculiser devant l'élite équestre, je te donnerai l'animal. »« Papa !» s'exclama Catherine, visiblement choquée. « Calme-toi, ma chérie, » répondit Beaumont avec un geste désinvolte. «
C'est un cheval brisé, un investissement perdu. Quelle différence cela fait-il? Il se tourna vers Antoine, le défiant du regard. Alors, garçon, tu acceptes le défi ou tu préfères retourner dans ta banlieue? Antoine regarda Tempête, qui semblait étrangement attentif à la conversation, comme s'il comprenait l'enjeu de ce qui se discutait. Les paroles de Madeleine lui revinrent. Beaumont envisageait de vendre Tempête pour l'abattoir. Ce défi, aussi impossible qu'il paraisse, représentait peut-être la seule chance de sauver l'animal. « J'accepte, monsieur, » répondit-il fermement. « Mais j'ai une condition. Personne d'autre que moi ne touche à Tempête jusqu'au défilé. » Un éclair d'amusement traversa le regard de Beaumont. « Comme tu voudras. Tous verront le garçon de la banlieue humilié par le cheval sauvage. Ce sera un excellent divertissement pour nos invités. » Sur ces mots, il quitta le box, laissant derrière lui un silence lourd de conséquences. « Antoine, c'est de la folie, » murmura Catherine dès que son père fut hors de portée de voix. 2 semaines pour préparer Tempête à un événement public, avec des foules, de la musique, d'autres chevaux. « Je n'ai pas le choix, » répondit simplement Antoine en caressant l'encolure de Tempête. « Tu sais ce qu'il fera de lui si je refuse. » Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable au haras. La nouvelle du défi lancé par Beaumont se répandit comme une traînée de poudre parmi le personnel. Certains ricanaient, d'autres observaient Antoine avec une curiosité renouvelée. Madeleine le convoqua dans sa petite maison dès qu'elle apprit la nouvelle. Son visage ridé reflétait une inquiétude profonde. « Il joue avec toi », avertit-elle en servant un thé brûlant à Antoine. Beaumont n'a aucune intention d'honorer cet accord. Il veut t'humilier publiquement. « Je sais », admit Antoine en fixant le liquide ambré. « Mais je ne peux pas abandonner Tempête. » Madeleine soupira, reconnaissant dans ce jeune homme l'obstination qui l'avait elle-même caractérisé dans sa jeunesse. « Alors nous devons nous préparer intelligemment. » Ils élaborèrent un plan méthodique pour les 2 semaines à venir. Antoine s'installerait définitivement dans le petit local attenant à l'écurie de Tempête, maximisant le temps passé avec l'animal. Madeleine ajusterait les horaires pour qu'il puisse se concentrer sur ce travail spécifique, déléguant certaines de ses tâches habituelles à d'autres palefreniers. « Tu dois l'habituer progressivement aux stimuli qu'il rencontrera, » expliqua-t-elle. « Les bruits de foule, la musique, les mouvements soudains. » Le programme d'entraînement qu'ils conçurent était intensif, mais respectueux du rythme de Tempête. Chaque étape serait abordée uniquement lorsque la précédente serait parfaitement assimilée. La pression sur Antoine devint écrasante. Non seulement il devait préparer Tempête pour un événement potentiellement traumatisant, mais il devait aussi gérer sa propre anxiété face à l'ampleur du défi. Sa mère, inquiète de son absence prolongée, vint lui rendre visite au haras un après-midi pluvieux. Marielle Dubois, le visage marqué par des années de travail acharné, observa son fils avec un mélange d'inquiétude et d'incompréhension, tandis qu'il lui expliquait la situation. « Tu as abandonné tes études pour un cheval ?» demanda-t-elle, incrédule, après qu'Antoine lui eut tout raconté. « Non, maman », répondit-il doucement en prenant ses mains calleuses dans les siennes. « J'ai trouvé mon avenir. » Marielle examina longuement son fils, cherchant dans ses traits le petit garçon qu'elle avait élevé seul depuis la mort de Lucien. Ce qu'elle vit à la place, un jeune homme déterminé, habité par une passion qui transcendait leur réalité quotidienne, la laissa sans voix. « Ton père aurait été fier, » dit-elle finalement, les yeux brillants de larmes contenues. « Mais il aurait aussi été inquiet. » « Sois prudent, Antoine. Les gens comme Beaumont ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. » L'entraînement s'intensifia. Antoine passait désormais des heures quotidiennes avec Tempête, non seulement dans le box, mais aussi en le guidant à travers des parcours de plus en plus complexes dans les paddocks isolés du haras. Le cheval faisait des progrès remarquables, mais restait imprévisible. Certains sons, particulièrement ceux qui rappelaient le claquement d'un fouet, le plongeaient encore dans une panique incontrôlable. La présence d'autres cavaliers le rendait également nerveux, ses oreilles se plaquant en arrière, son corps se raidissant dans une posture défensive. Beaumont, loin de faciliter la tâche, semblait prendre un malin plaisir à la compliquer. Des séances d'entraînement bruyantes étaient soudainement programmées près de l'écurie de Tempête. Des changements dans la routine du haras survenaient sans prévenir, perturbant le fragile équilibre qu'Antoine s'efforçait d'établir. Catherine observait ces manœuvres avec un dégoût croissant.
Un soir, lors d'un dîner dans leur somptueuse demeure adjacente au haras, elle confronta son père. « Pourquoi détestes-tu tant ce garçon ?» demanda-t-elle abruptement, alors qu'un domestique servait le plat principal. Beaumont leva les yeux de son assiette, surpris par la question directe. « Je ne déteste pas le garçon », répondit-il après un moment. « Je déteste ce qu'il représente. Des gens comme lui qui veulent entrer dans notre monde sans le mériter. » Catherine repoussa son assiette, écœurée par ses paroles plus encore que par la nourriture. « Et quel a été ton mérite, papa? N'être riche? Ou exploiter tes employés et maltraiter les animaux jusqu'à briser leur esprit ?» La tension entre père et fille atteignit son paroxysme lorsque Catherine annonça qu'elle envisageait d'étudier la médecine vétérinaire plutôt que l'administration des affaires pour reprendre l'entreprise familiale. « Cette obsession pour les animaux est ridicule, » explosa Beaumont. « Tu es mon héritière, tu dois te préparer à gérer nos investissements, pas à soigner des bêtes. » « Peut-être que je veux créer ma propre définition du succès, » répliqua Catherine en quittant la table. Pendant ce temps, l'histoire du défi commençait à s'ébruiter au-delà des murs du haras. Un journaliste local, intrigué par les rumeurs, publia un petit article dans Le Parisien, évoquant le dompteur de la banlieue et sa connexion spéciale avec un cheval réputé indomptable. Le texte mentionnait brièvement les anciennes techniques de la Camargue, les contrastant avec les méthodes agressives popularisées dans l'équitation compétitive. Cette publicité inattendue déplut profondément à Beaumont, qui convoqua rapidement une conférence de presse pour contrôler le récit. Devant les journalistes, il présenta la situation comme une expérience sociale intéressante et Antoine comme un projet caritatif du haras. « Nous offrons une chance à ce jeune homme prometteur, » déclara-t-il avec une fausse bienveillance. Une opportunité d'apprentissage unique, quels que soient les résultats. La communauté équestre française se divisa sur la question. Les traditionalistes ridiculisaient l'idée qu'un jeune sans formation formelle puisse réussir là où des experts avaient échoué. D'autres, plus progressistes, y voyaient une occasion de questionner des méthodes établies depuis longtemps. Henri Leclerc, un vétérinaire respecté spécialisé dans le comportement équin, se proposa d'évaluer Tempête après avoir lu l'article. Sa visite au haras marqua un tournant. Après avoir observé l'interaction entre Antoine et l'animal pendant plus d'1 heure, il fut visiblement impressionné. « Ce que tu as accompli ici, » dit-il à Antoine, « n'est ni de la magie, ni de la chance. C'est une compréhension profonde de la psychologie équine traumatisée. » Le docteur Leclerc devint un allié précieux, apportant une validation scientifique au travail d'Antoine. Il expliqua à un groupe de professionnels désormais intéressés que les chevaux, en tant que proie dans la nature, possèdent des systèmes nerveux extrêmement sensibles au stress et que les traumatismes peuvent littéralement recabler leur cerveau, les rendant hyper-réactifs de façon permanente. « Ce n'est pas seulement une question de technique, » expliqua le vétérinaire. « C'est une question de sécurité émotionnelle. Ce jeune homme a intuitivement compris quelque chose que beaucoup de professionnels mettent des décennies à apprendre. » La tension atteignit son paroxysme lorsque, 1 semaine avant l'événement, Beaumont tenta de modifier les règles. Il annonça qu'un véritable professionnel, le célèbre entraîneur Philippe, évaluerait la préparation de Tempête et pourrait intervenir s'il le jugeait nécessaire. « Cela ne faisait pas partie de notre accord », protesta Antoine lors d'une confrontation tendue dans le bureau de Beaumont. « Mon haras, mes règles », répondit froidement le propriétaire. Suivant les ordres de Beaumont, Philippe tenta de prendre le contrôle lors d'une séance d'entraînement, entrant brusquement dans l'enclos avec une cravache. La réaction fut immédiate et violente. Tempête, paniqué par cette intrusion agressive, se cabra dangereusement, manquant de peu d'écraser l'entraîneur qui s'échappa de justesse. « Cet animal est un danger public », hurla Philippe, le visage blême. « Il devrait être abattu. » La commotion attira l'attention de tout le personnel du haras. Catherine, témoin de la scène, confronta son père avec une fureur à peine contenue. « Tu as planifié ça », l'accusa-t-elle. « Tu voulais provoquer Tempête pour prouver qu'Antoine avait échoué. » Beaumont ne nia pas. « Je protège la réputation de mon haras. Je ne permettrai pas qu'un cheval incontrôlable et un gamin de banlieue ruinent tout ce que j'ai construit. » Leur dispute échauffée fut interrompue par l'arrivée de Madeleine, le visage grave. « Monsieur Beaumont, il y a quelque chose que vous devez voir. »
Elle les conduisit jusqu'à une remise à l'arrière du haras et en sortit une vieille boîte de documents. C'étaient des registres vétérinaires de divers chevaux ayant appartenu à Beaumont au cours des 15 dernières années. 23 chevaux avec des blessures dues à de mauvais traitements. 9 vendus pour l'abattage après ne pas avoir répondu aux attentes. Tempête n'est pas l'exception, c'est la règle. Catherine feuilleta les documents, horrifiée. « Papa, est-ce vrai ?» Beaumont tenta de s'emparer des papiers. « C'est une violation de propriété privée. Vous êtes virée, Madeleine. »« Ce ne sont pas vos documents, » répondit calmement la soigneuse. « Ce sont des copies que j'ai faites au fil des ans. Les originaux sont en sécurité, avec mon avocat. » Cette révélation réduisit momentanément Beaumont au silence. Il savait qu'un scandale de maltraitance animale détruirait sa réputation dans la société équestre française. « Que voulez-vous » demanda-t-il finalement. « Respectez l'accord initial » répondit Madeleine. « Antoine a 1 semaine pour préparer Tempête, sans interférence. S'il parvient à le monter lors du défilé, le cheval lui appartiendra. » Beaumont accepta à contre-cœur, mais il avait encore un dernier atout. Cette nuit-là, Antoine trouva le box de Tempête vide. « Où est-il » demanda-t-il désespérément à Madeleine. Beaumont l'a transféré dans sa propriété de Deauville. Il a dit que le cheval avait besoin d'une quarantaine avant l'événement. Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Après des mois à construire une relation de confiance, Tempête affronterait seul 1 semaine dans un environnement étranger, potentiellement exposé à des méthodes agressives. « Nous ne pouvons pas le laisser faire ça », déclara Catherine avec détermination. « Je vais chercher le cheval. » « Ton père ne le permettra jamais. Nous n'avons pas besoin de sa permission. » Le mot de Catherine résonna dans l'air comme une déclaration de guerre. « Nous n'avons pas besoin de sa permission. » Antoine la dévisagea, partagé entre l'espoir et l'appréhension. Était-ce vraiment possible? Pouvait-il défier ouvertement Marcel Beaumont, l'homme le plus puissant de Chantilly? L'aube suivante trouva Antoine dans le paddock principal, le regard fixé sur l'horizon qui s'embrasait lentement. Ces derniers jours, il avait guidé Tempête à travers cet espace ouvert, l'habituant progressivement au monde extérieur. Maintenant, le paddock était désespérément vide, comme son cœur. « On dirait que tu as perdu un ami », observa le docteur Leclerc en s'approchant silencieusement. Antoine acquiesça sans détourner les yeux de l'horizon. Plus qu'un ami. Tempête est comme un miroir. Il me montre qui je suis vraiment. Le vétérinaire posa une main réconfortante sur son épaule. Je connais Beaumont depuis 20 ans. Cette manœuvre est typique de lui. Détruire ce qu'il ne peut pas contrôler. Comment puis-je préparer Tempête pour le défilé si je ne peux même pas le voir? La frustration d'Antoine transparaissait dans chaque syllabe. Tu dois comprendre quelque chose sur les chevaux traumatisés, répondit Leclerc en s'appuyant contre la barrière. Ce que tu as construit avec Tempête n'est pas superficiel. Tu as créé un lien neurologique profond, une association positive que même Beaumont ne peut effacer en quelques jours. Ces paroles, bien qu'encourageantes, ne suffisaient pas à apaiser l'inquiétude qui rongeait Antoine. Le soir même, Catherine, Jean-Pierre et lui se réunirent dans l'atelier du maréchal Ferrand pour finaliser leur plan. « Deauville est à 3 heures de route », expliqua Catherine en dépliant une carte sur l'établi. « Papa y possède un domaine plus petit qu'il utilise principalement en saison des courses. La sécurité y est minimale hors saison. » Jean-Pierre, les mains noircies par le travail du métal, hocha gravement la tête. « J'ai un ami qui peut nous prêter un van pour chevaux. Mais ce que nous envisageons est techniquement du vol, vous en êtes conscient ?» Antoine fixait la carte sans vraiment la voir, perdu dans ses pensées. Que subissait Tempête en ce moment même? Le cheval, déjà profondément traumatisé, se retrouvait soudainement arraché au seul environnement où il avait recommencé à faire confiance. Cette rupture brutale risquait d'anéantir des mois de patient travail. « Ce n'est pas du vol », affirma Catherine avec conviction. « On ne peut pas voler ce qui vous appartient déjà moralement. » Le trajet vers Deauville se déroula dans un silence tendu. Antoine, assis à l'arrière du pick-up de Jean-Pierre qui tractait le van, observait la campagne française défiler dans l'obscurité. Chaque kilomètre l'éloignait de la sécurité relative de Chantilly et le rapprochait d'un acte qui pourrait déterminer non seulement son avenir, mais aussi celui de Tempête. « Pourquoi prends-tu ce risque »
demanda-t-il finalement à Catherine qui conduisait, concentrée sur la route sinueuse. Elle resta silencieuse un moment, puis répondit sans détourner le regard. « Parce que toute ma vie, j'ai vu mon père traiter les êtres vivants comme des marchandises. Les chevaux, les employés, même sa propre famille. Il est temps que quelqu'un lui montre qu'il existe une autre façon de voir le monde. » Ils arrivèrent à Deauville peu après minuit. La propriété de Beaumont, moins imposante que le haras principal, mais néanmoins luxueuse, se dressait sur une colline surplombant la campagne normande. Des lumières de sécurité illuminaient le périmètre, mais l'intérieur semblait désert. « Les gardiens font une ronde toutes les heures », chuchota Catherine en sortant un trousseau de clés. « Nous avons environ 40 minutes. » Ils laissèrent le van à distance raisonnable et s'approchèrent à pied. Antoine sentait son cœur battre si fort qu'il craignait qu'on puisse l'entendre dans le silence nocturne. Catherine déverrouilla une porte de service, les guidant à travers des couloirs faiblement éclairés jusqu'aux écuries. La première chose qu'Antoine perçut fut le bruit. Un martèlement rythmique contre du bois, le son caractéristique d'un cheval en détresse. Son sang se glaça dans ses veines tandis qu'il s'approchait d'un box isolé au bout du couloir. Tempête était là, mais Antoine eut du mal à le reconnaître. L'étalon noir, autrefois majestueux malgré sa méfiance, tournait frénétiquement dans l'espace confiné. Ses flancs luisaient de sueur malgré la fraîcheur nocturne, et lorsqu'il pivota vers eux, Antoine constata avec horreur des marques fraîches sur ses côtes, des ébrures rougeâtres caractéristiques des coups de cravache. « Mon Dieu !» souffla Catherine, horrifiée. « Ils ont essayé de le briser à nouveau. » Antoine s'approcha lentement de la porte du box. « Tempête !» appela-t-il doucement. « C'est moi. » L'étalon se figea, les oreilles pointées vers cette voix familière. Puis, dans un sursaut de panique renouvelé, il recula violemment, frappant le mur de ses sabots. Il ne reconnaissait pas Antoine dans cet environnement étranger et menaçant. « Il ne me fait plus confiance », murmura Antoine, dévasté. « Non », corrigea Jean-Pierre. « Il est désorienté. Rappelle-toi ce que Madeleine t'a enseigné sur les chevaux traumatisés. Leur cerveau fonctionne différemment dans des situations de stress intense. » Antoine comprit qu'ils devaient retrouver leur langage commun. Sans brusquerie, il s'assit sur le sol devant la porte du box et commença à chantonner doucement « Loup Mistro », cette mélodie provençale qui avait marqué leurs premières interactions. Sa voix, d'abord tremblante, se raffermit progressivement, portée par les souvenirs partagés avec Tempête. Les minutes s'écoulèrent, interminables. Jean-Pierre surveillait nerveusement sa montre, conscient que le temps jouait contre eux. Catherine restait en retrait, témoin silencieuse de ce moment crucial. Peu à peu, le comportement de Tempête changea. Ses mouvements erratiques ralentirent. Ses naseaux dilatés par la peur commencèrent à retrouver un rythme plus régulier. Finalement, comme attiré par un fil invisible, l'étalon s'approcha de la porte derrière laquelle Antoine continuait à chanter. « C'est ça !» encouragea doucement Antoine. « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de nous. » Lorsque Tempête tendit son museau à travers les barreaux, effleurant presque les cheveux d'Antoine, celui-ci sut que leur lien avait survécu. Avec d'infinies précautions, il se releva et ouvrit la porte du box. « Nous n'avons plus beaucoup de temps », pressa Jean-Pierre. « Les gardiens vont bientôt revenir. » Guider Tempête jusqu'au van représentait un défi monumental. Chaque ombre, chaque bruit inconnu provoquait chez l'animal des sursauts de panique que seule la présence constante d'Antoine parvenait à contenir. Le trajet à travers les jardins obscurs sembla durer une éternité. Chaque pas mesuré, chaque respiration calculée. Lorsqu'ils atteignirent enfin le van, Antoine se heurta à un nouvel obstacle. Tempête, à la vue de l'espace confiné et sombre, refusa catégoriquement d'avancer. Son corps entier se raidit, ses yeux montrant à nouveau le blanc caractéristique de la terreur. Il associe probablement le van au transport vers cet endroit où il a été maltraité, expliqua Antoine, comprenant instantanément la réaction du cheval. Jean-Pierre consultait frénétiquement sa montre. On n'a plus le temps pour la psychologie équine. Les gardiens vont découvrir sa disparition d'une minute à l'autre. Antoine prit une décision audacieuse. « Partez devant avec le van. Je vais le ramener à pied jusqu'au point de rendez-vous. »« C'est de la folie, » protesta Catherine. « C'est à 5 kilomètres.
à travers des terrains privés. Faites-moi confiance, insista Antoine, une détermination nouvelle dans sa voix. Tempête me suivra plus facilement en terrain ouvert, loin des contraintes. À contre-cœur, Catherine et Jean-Pierre acceptèrent le plan. Tandis qu'ils s'éloignaient avec le véhicule, Antoine resta seul avec Tempête sous le ciel étoilé de Normandie. Pour la première fois depuis des jours, il sentit une étrange sérénité l'envahir. « Juste toi et moi maintenant », murmura-t-il à l'étalon qui s'était considérablement apaisé dès que le van avait disparu. Comme au début, le parcours nocturne à travers champs fut une expérience presque mystique. Guidé par la lueur pâle de la lune, Antoine avançait d'un pas régulier. Tempête le suivant de son plein gré, sans licol ni contrainte. Parfois, l'étalon s'arrêtait pour humer l'air ou observer un mouvement dans les buissons, mais il revenait toujours vers Antoine, comme ancré à lui par une force invisible. Au point de rendez-vous, Catherine et Jean-Pierre attendaient anxieusement. Leur soulagement fut palpable lorsqu'ils virent finalement émerger des ombres, la silhouette élancée d'Antoine suivie par la masse sombre et puissante de Tempête. « C'est incroyable », souffla Jean-Pierre. « Il te suit comme un chien fidèle. » Cette fois-ci, Tempête accepta d'entrer dans le van sans résistance excessive, comme s'il comprenait que ce voyage-ci le menait vers la sécurité, non vers la souffrance. Ils ne retournèrent pas à Chantilly. Catherine les conduisit plutôt vers une petite ferme isolée dans les environs de Senlis, propriété de la famille de Madeleine depuis des générations. C'était un endroit modeste mais accueillant, avec une vieille grange reconvertie en écurie et des pâturages entourés de haies centenaires. « Personne ne vous cherchera ici », assura Catherine tandis qu'ils installaient Tempête dans son nouvel abri temporaire. Du moins, pas immédiatement. L'aube pointait à l'horizon lorsqu'ils terminèrent les préparatifs. Antoine, épuisé mais déterminé, resta auprès de Tempête pendant que Jean-Pierre et Catherine retournaient à Chantilly pour maintenir les apparences. La réaction de Beaumont ne se fit pas attendre. Dès qu'il découvrit la disparition de Tempête, il entra dans une fureur noire. Sa première action fut d'appeler sa fille. « Où est-il » hurla-t-il dans le téléphone. « Je sais que tu es impliquée, Catherine. »« De quoi parles-tu, papa » répondit-elle avec un calme étudié. « Le cheval a disparu. Volé. Je vais appeler la police immédiatement. »« Je te déconseille fortement de le faire » répliqua Catherine, sa voix soudain glaciale. « Si tu impliques les autorités, je remettrai personnellement aux journalistes tous les documents que Madeleine a rassemblés. Imagine les gros titres, éminent propriétaire accusé de cruauté envers les animaux. » Un silence lourd s'installa, durant lequel Beaumont semblait peser ses options. Pour la première fois peut-être, il réalisait qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Sa propre fille s'était retournée contre lui et un simple garçon de banlieue avait osé défier son autorité. « Tu vas le regretter » menaça-t-il finalement. « Non, papa » répondit calmement Catherine. « C'est toi qui regretteras de ne pas avoir vu la valeur des êtres au-delà de l'argent qu'ils peuvent te rapporter. » Dans la petite ferme de Senlis, Antoine commençait le plus grand défi de sa vie. Avec seulement 5 jours avant l'événement public qui déterminerait leur destin, il devait non seulement reconnecter avec Tempête après cette rupture traumatisante, mais aussi le préparer à affronter la foule, le bruit et l'agitation du grand défilé. « Nous y arriverons », promit-il à l'étalon qui l'observait de ses grands yeux expressifs. « Pas pour l'orgueil, pas pour la victoire, mais parce que nous nous sommes choisis mutuellement. » Avec cette promesse murmurée dans la lumière naissante d'un nouveau jour, Antoine commença à reconstruire le pont fragile de confiance que Beaumont avait tenté de détruire. La ferme de Senlis semblait figée dans le temps, comme un tableau pastoral d'une France oubliée. Antoine contemplait le box vide qui aurait dû abriter Tempête, une douleur sourde lui comprimant la poitrine. 3 mois de patience, de confiance lentement construite, et Beaumont avait tout détruit en une nuit. Le jeune homme serra le licol usé entre ses doigts, seul vestige tangible de leur relation. « Comment a-t-il pu faire ça ?» murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Le crissement de gravier annonça l'arrivée d'une voiture. Catherine en descendit, son visage habituellement composé marqué par une détermination féroce. Ses yeux brillaient d'une résolution nouvelle lorsqu'elle rejoignit Antoine près des écuries désertées. « Je vais chercher le cheval », déclara-t-elle sans préambule. « Tu viens avec moi ?» Antoine la dévisagea, cherchant à comprendre si elle mesurait pleinement les conséquences.
Ton père nous fera arrêter pour vol. Il n'osera pas. Un sourire fugace traversa son visage. Il a trop à perdre si cette histoire devient publique. Cette nuit même, une improbable équipe de sauvetage se réunit dans l'atelier de Jean-Pierre. Le maréchal Ferrand, dont les mains puissantes façonnaient quotidiennement le métal, étalait maintenant une carte routière sur son établi. La lueur d'une lampe à huile projetait leurs ombres démesurées sur les murs couverts d'outils. « Deauville est à 180 km, expliqua Catherine en traçant l'itinéraire du doigt. La propriété est moins surveillée que le haras principal, surtout hors saison. Jean-Pierre hocha gravement la tête. J'ai contacté Maurice, un ancien collègue. Il nous prête son van pour la nuit. C'est risqué, intervint Antoine, pesant chaque mot. Si nous sommes pris, nous ne serons pas pris, affirma Catherine avec une assurance qui ne lui ressemblait pas. La route vers Deauville leur parut interminable. Antoine, silencieux sur la banquette arrière du pick-up de Jean-Pierre, observait les phares découper la nuit d'encre. Le van attelé derrière eux oscillait au rythme des virages. Dans sa tête se bousculaient 1000 scénarios, tous terminés par l'image de Tempête, terrorisé, maltraité, ses yeux reflétant à nouveau cette méfiance absolue qu'il avait mis tant de temps à apaiser. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-il finalement à Catherine qui conduisait, concentrée sur la route sinueuse. Elle resta un moment silencieuse, comme si elle cherchait elle-même la réponse. « Parce que toute ma vie, j'ai observé sans agir. J'ai vu mon père traiter les êtres vivants comme des investissements, des outils pour sa richesse. Il est temps que quelqu'un lui montre qu'il existe d'autres façons de voir le monde. » La propriété de Beaumont se dressait sur une colline, masse sombre ponctuée de quelques lumières de sécurité. Catherine coupa le moteur à bonne distance et sortit un trousseau de clés de sa poche. « Les gardiens font leur ronde toutes les heures, chuchota-t-elle. Nous avons exactement 45 minutes. » Le cœur battant à tout rompre, Antoine suivit Catherine et Jean-Pierre à travers le jardin impeccablement entretenu. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles lui semblait assourdissant dans le silence nocturne. Catherine déverrouilla une porte de service et les guida à travers des couloirs faiblement éclairés jusqu'aux écuries. Un bruit régulier et violent leur parvint avant même qu'ils n'atteignent le dernier box, le son caractéristique d'un cheval frappant les parois de son enclos. Antoine sentit son sang se glacer. Il connaissait trop bien cette manifestation de détresse extrême. Ce qu'il découvrit dépassa ses pires craintes. Tempête, l'étalon majestueux dont il avait patiemment gagné la confiance, tournait frénétiquement dans l'espace confiné. Ses flancs luisants de sueur portèrent des marques rougeâtres distinctives, traces de cravache appliquées avec force. Ses yeux, exorbités, montrèrent beaucoup trop de blanc. « Mon Dieu !» souffla Catherine, horrifiée. Ils ont essayé de le dompter à la dure. Antoine s'approcha lentement de la porte du box. « Tempête !» appela-t-il doucement. « C'est moi. » L'étalon s'immobilisa une fraction de seconde, oreille dressée vers cette voix familière. Puis, dans un sursaut de panique renouvelé, il recula violemment, percutant le mur du fond. Non seulement il ne reconnaissait pas Antoine dans cet environnement étranger, mais il semblait désormais associer toute présence humaine à une menace imminente. La dévastation se peignit sur le visage d'Antoine. « Il ne me fait plus confiance », murmura-t-il, désemparé. « Il est désorienté », corrigea Jean-Pierre. « Son cerveau est en mode survie. Rappelle-toi ce que tu as appris sur les chevaux traumatisés. » Antoine comprit qu'ils devaient retrouver leur langage commun. Il s'assit lentement sur le sol devant le box et commença à chanter doucement « Lou Mistro ». Sa voix, d'abord tremblante, se raffermit progressivement tandis qu'il tissait à nouveau le fil invisible de leur connexion. Jean-Pierre consultait nerveusement sa montre. « Nous perdons du temps précieux », marmonna-t-il. Mais Antoine ne l'entendait plus. Il était entièrement concentré sur Tempête, observant chaque infime changement dans sa posture, chaque frémissement de ses naseaux. Peu à peu, l'agitation frénétique de l'étalon diminua. Ses mouvements devinrent moins erratiques, sa respiration plus régulière. Lorsque Tempête s'approcha finalement de la porte, tendant son museau à travers les barreaux comme pour humer l'odeur d'Antoine, celui-ci sut que leur lien, bien qu'endommagé, avait survécu. Avec d'infinies précautions, il ouvrit la porte du box. Le trajet jusqu'au van représentait un nouveau défi. Chaque ombre, chaque bruit inattendu provoquait chez Tempête des sursauts de panique
que seule la présence constante d'Antoine parvenait à contenir. Le jeune homme avançait pas à pas, murmurant des encouragements, créant une bulle de calme autour d'eux malgré l'urgence de la situation. Mais lorsqu'ils atteignirent enfin le van, Tempête se figea. Son corps entier se raidit à la vue de l'espace confiné, ses yeux montrant à nouveau le blanc caractéristique de la terreur. Il associe probablement le van au transport qui l'a conduit ici, expliqua Antoine, comprenant immédiatement la réaction du cheval. Pour lui, c'est une boîte qui mène à la souffrance. Jean-Pierre consulta frénétiquement sa montre. On n'a plus le temps de faire de la psychologie équine. Les gardiens vont découvrir sa disparition d'une minute à l'autre. Antoine prit une décision audacieuse. Partez devant avec le van. Je vais ramener Tempête à pied jusqu'au point de rendez-vous. C'est de la folie, protesta Catherine. C'est à 5 kilomètres, à travers des propriétés privées. Faites-moi confiance, insista Antoine. Il me suivra plus facilement en terrain ouvert. Réticent mais conscient du temps qui s'écoulait inexorablement, Catherine et Jean-Pierre acceptèrent le plan. Tandis que le véhicule s'éloignait dans la nuit, Antoine resta seul avec Tempête sous le ciel étoilé de Normandie. « Juste toi et moi maintenant », murmura-t-il à l'étalon qui s'était visiblement détendu dès la disparition du van. Comme au début. Leur progression à travers champs prit une dimension presque mystique. Guidé par la pâle lueur lunaire, Antoine avançait d'un pas régulier, Tempête le suivant librement, sans contrainte physique. Parfois, l'étalon s'arrêtait pour humer l'air ou observer un mouvement dans les fourrés, mais il revenait toujours vers Antoine, comme si un lien invisible les unissait. Catherine et Jean-Pierre attendaient anxieusement au point de rendez-vous convenu, scrutant l'obscurité. Leur soulagement fut palpable lorsqu'ils virent finalement émerger des ombres la silhouette élancée d'Antoine, suivie par la masse imposante de Tempête. « C'est incroyable », souffla Jean-Pierre. « Il te suit comme un chien fidèle. » Cette fois-ci, Tempête accepta d'entrer dans le van avec une réticence minimale, comme s'il comprenait que ce voyage le conduisait vers la sécurité, non vers la souffrance. Ils ne retournèrent pas à Chantilly. Catherine les dirigea vers une petite ferme isolée près de Senlis, propriété de la famille de Madeleine depuis des générations. L'endroit, modeste mais chaleureux, offrait une grange réaménagée en écurie et des pâturages protégés par des haies centenaires. « Personne ne vous cherchera ici », assura Catherine tandis qu'ils installaient Tempête dans son nouveau refuge. Du moins, pas tout de suite. L'aube pointait à l'horizon lorsqu'ils terminèrent les préparatifs. Antoine, épuisé mais déterminé, resta auprès de Tempête pendant que Jean-Pierre et Catherine retournaient à Chantilly pour maintenir les apparences. La réaction de Beaumont ne se fit pas attendre. Dès la découverte de la disparition de Tempête, il téléphona à sa fille, la fureur déformant sa voix habituellement contrôlée. « Où est-il » hurla-t-il. « Je sais que tu es impliqué dans cette histoire. »« De quoi parles-tu, papa » répondit Catherine avec un calme étudié. « Le cheval a disparu. Volé. Je vais immédiatement appeler la police. »« Je te déconseille fortement de le faire, » répliqua-t-elle, sa voix soudain glaciale. « Si tu impliques les autorités, je remettrai personnellement aux journalistes tous les documents que Madeleine a rassemblés. Imagine les gros titres. Éminent propriétaire accusé de cruauté envers les animaux. » Un silence pesant s'installa. Pour la première fois peut-être, Beaumont réalisait qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Sa propre fille s'était retournée contre lui, et un garçon de banlieue avait osé défier son autorité. « Tu le regretteras », menaça-t-il finalement. « Non, papa », répondit calmement Catherine. « C'est toi qui regretteras de ne pas avoir vu la valeur des êtres au-delà de l'argent qu'ils peuvent te rapporter. » Dans la petite ferme de Senlis, Antoine commençait le plus grand défi de sa vie. Reconnecter avec Tempête après cette rupture traumatisante et le préparer pour l'épreuve publique qui déterminerait leur destin commun. La veille du grand jour, tandis qu'il chargeait Tempête dans le trailer emprunté, Antoine reçut un message anonyme sur son téléphone portable. Beaumont a modifié le protocole du défilé. Il y aura des feux d'artifice à l'ouverture et le parcours passera par des zones équipées d'amplificateurs sonores. Une ultime tentative de sabotage qui mettait en péril non seulement le défi, mais potentiellement la sécurité de tous les participants. Le message anonyme brillait sur l'écran du téléphone d'Antoine, son contenu aussi glacial que menaçant. Beaumont a modifié le protocole du défilé. Il y aura des feux d'artifice à l'ouverture et le parcours passera par des zones équipées d'amplificateurs sonores. Antoine relut les mots plusieurs fois,
sentant la panique monter comme une vague froide dans sa poitrine. Tout ce qu'un cheval traumatisé redoutait le plus, des explosions soudaines, des sons amplifiés, des foules bruyantes. Beaumont avait délibérément orchestré ce cauchemar. « Mauvaise nouvelle ?» demanda Madeleine, qui venait d'arriver à la ferme de Senlis avec des provisions. Antoine lui tendit silencieusement le téléphone. Le visage de la vieille femme se durcit à mesure qu'elle lisait. « C'était prévisible, » dit-elle finalement. Beaumont ne supporte pas de perdre. Le soleil matinal baignait les pâturages d'une lumière dorée, contrastant cruellement avec l'angoisse qui étreignait Antoine. Dans le paddock adjacent, Tempête broutait paisiblement, inconscient du défi monumental qui l'attendait dans 4 jours à peine. Ses flancs portaient encore les marques des mauvais traitements subis à Deauville, mais son comportement s'était remarquablement stabilisé depuis leur arrivée à la ferme. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Antoine, observant l'animal avec un mélange d'amour et d'inquiétude. « Nous nous adaptons, » répondit simplement Madeleine, « comme tu l'as fait depuis le début. » L'arrivée du docteur Leclerc, 2 heures plus tard, insuffla un nouvel espoir dans leur petite équipe. Le vétérinaire examina Tempête avec minutie, documentant chaque marque, chaque signe de traumatisme récent. « Ces blessures-ci sont récentes, » confirma-t-il, photographiant méthodiquement les marques de cravache. Preuve supplémentaire si nous en avions besoin. Il sortit ensuite de sa sacoche plusieurs flacons et une seringue. « Ceci pourrait nous aider », expliqua-t-il en préparant une injection. Un mélange de magnésium et d'adaptogènes naturels. Pas de tranquillisant. Nous ne voulons pas masquer ses réactions naturelles, juste atténuer légèrement sa réactivité au stress. Est-ce sans danger ? S'inquiéta Antoine. Absolument. J'utilise cette formulation pour les chevaux de spectacle équestres depuis des années. Elle ne diminue pas leur énergie ou leur conscience, elle aide simplement leur système nerveux à gérer les stimuli intenses. Tandis que le vétérinaire administrait le supplément, Antoine caressait doucement l'encolure de Tempête, murmurant des paroles rassurantes. L'étalon, désormais habitué aux soins vétérinaires grâce au patient travail d'Antoine, resta remarquablement calme. « J'ai un plan », annonça le docteur Leclerc une fois l'examen terminé. « Nous allons créer un programme d'exposition graduelle à tous les stimuli qu'il rencontrera lors du défilé. » Les jours suivants furent rythmés par cette préparation intensive. Jean-Pierre fabriqua des panneaux colorés semblables à ceux qui orneraient le parcours du défilé. Catherine apporta des enregistrements des fanfares et même des simulations de feux d'artifice qu'ils diffusèrent à volume progressivement croissant pendant les séances de travail avec Tempête. L'idée est de désensibiliser son système nerveux, expliqua le docteur Leclerc à Antoine, de transformer l'inconnu effrayant en familier supportable. Antoine observait avec émerveillement la résilience de Tempête. Lors des premières expositions aux sons enregistrés de feux d'artifice, l'étalon avait presque défoncé la clôture du paddock dans sa panique. Maintenant, au 3e jour d'entraînement, il tressaillait encore, mais parvenait à rester aux côtés d'Antoine malgré son anxiété évidente. C'est comme si son cerveau réapprenait à interpréter ces sons, nota Antoine dans son journal. Il comprend progressivement que le bruit, bien que désagréable, n'est pas forcément associé à la douleur ou au danger. Entre les séances intensives, Antoine accordait à Tempête de longues périodes de calme. Parfois, il se promenait simplement dans les pâturages, s'arrêtant sous un vieux chêne pour profiter de l'ombre. D'autres fois, Antoine lisait à voix haute près du box, permettant à Tempête de l'écouter ou de s'en désintéresser selon son humeur. Jean-Pierre, utilisant des matériaux de récupération trouvés à la ferme, construisit une réplique approximative de l'entrée de l'arène où se déroulerait le défilé. Un passage étroit entre 2 structures, pavoisé de drapeaux flottants. Les chevaux détestent les passages resserrés avec des objets mouvants au-dessus de leur tête, expliqua-t-il. C'est contraire à leur instinct de survie. Mais si Tempête peut traverser cela sereinement, le reste sera plus facile. Catherine arriva un après-midi avec une pile de journaux sous le bras. « Vous êtes devenu célèbre », annonça-t-elle en étalant les publications sur la table de la cuisine. Les titres variaient du sensationnel au presque respectueux. Le mystère du cheval disparu. Rébellion au haras de Chantilly. Méthode controversée dans l'équitation de haut niveau. Un journaliste avait même réussi à déterrer l'histoire familiale d'Antoine, publiant une photo floue de Lucien Dubois, avec des chevaux camarguais.
Et ce n'est pas tout, poursuivit Catherine. Des militants pour les droits des animaux manifestent devant l'entrée du haras. Quelqu'un a fait fuiter des rumeurs sur les méthodes d'entraînement de mon père. Elle sortit son téléphone, montrant des images de petits groupes de manifestants portant des pancartes. Les chevaux ne sont pas des machines, et non à la cruauté équestre. Ton père doit être furieux, commenta Antoine, partagé entre l'inquiétude et une certaine satisfaction. Livide, confirma Catherine avec un sourire sans joie. Mais c'est sa propre arrogance qui l'a conduite ici. Elle devint soudain plus sérieuse. J'ai pris une décision, Antoine. Après tout cela, quelle que soit l'issue du défilé, je vais étudier la médecine vétérinaire. Je veux transformer le haras familial en un exemple de traitement éthique des chevaux. Sa déclaration fut interrompue par l'arrivée inattendue d'une voiture inconnue. Tous se figèrent, craignant que Beaumont ait finalement découvert leur cachette. Mais c'était Marielle Dubois qui descendit du véhicule, son visage marqué par l'inquiétude maternelle. « Antoine !» appela-t-elle en l'apercevant. « Des journalistes sont venus jusqu'à notre appartement. Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Dans la cuisine de la ferme, Antoine expliqua tout à sa mère, sa connexion avec Tempête, le défi de Beaumont, le sauvetage nocturne. Il s'attendait à des reproches, à l'incompréhension, mais Marielle l'écouta attentivement, son expression passant graduellement de l'inquiétude à une forme de respect résigné. « Ton père disait toujours que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, dit-elle finalement. Je suppose que tu as trouvé la tienne. Tu n'es pas en colère ? Je suis inquiète, pas en colère. Mais je te connais, Antoine. Quand tu as cette expression, exactement celle que ton père avait quand il parlait des chevaux, je sais qu'il est inutile d'essayer de te raisonner. » Antoine présenta Tempête à sa mère avec une fierté qu'il ne cherchait pas à dissimuler. À sa grande surprise, l'étalon s'approcha doucement de Marielle, tendant son museau vers elle avec une curiosité paisible. « Il a tes yeux », observa-t-elle avec un sourire ému, doux, mais déterminé. La dernière séance d'entraînement avant le grand jour fut particulièrement intense. Antoine monta Tempête en plein champ, sans selle, guidé uniquement par un licol léger. Ils galopèrent librement sous le regard impressionné du docteur Leclerc et de Madeleine. « Regarde cette fluidité », murmura le vétérinaire. « On dirait qu'ils ne font qu'un. » Mais lorsque Jean-Pierre déclencha l'enregistrement des feux d'artifice au volume maximal, Tempête s'arrêta net, se cabrant légèrement. Antoine faillit perdre l'équilibre mais resta en place, caressant l'encolure du cheval, lui parlant calmement jusqu'à ce qu'il se détende à nouveau. « C'est ça », encouragea Madeleine. « Ne combat pas sa peur, accompagne-la. » Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Antoine s'assit dans la paille fraîche du box de Tempête, son journal ouvert sur les genoux. La lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs de bois. « Et si je me trompais ?» écrivit-il, laissant enfin ses doutes s'exprimer. « Et si l'exposer à tout ce stress était égoïste de ma part ? Et si la reine était trop pour lui ?» Tempête s'approcha silencieusement, posant son museau sur l'épaule d'Antoine comme s'il lisait par-dessus son épaule. Le jeune homme sourit malgré lui, retrouvant dans ce geste simple la certitude qui lui manquait. L'aube du jour décisif trouva leur petite équipe rassemblée dans la cour de la ferme. Le van était prêt, Tempête scellée avec soin, son poil noir brillant sous les premiers rayons du soleil. Madeleine avait tressé sa crinière selon une ancienne tradition normande, pour la force et la protection, avait-elle expliqué. Le docteur Leclerc s'approcha d'Antoine, posant une main ferme sur son épaule. « Ne doute pas de ce que tu as accompli ici, » dit-il avec gravité. « Ce n'est pas de la magie ou de la chance. C'est une compréhension profonde de ce dont un être blessé a besoin pour guérir. Mais si je le mets en danger aujourd'hui, tu ne forces pas Tempête à faire quoi que ce soit, » répondit le vétérinaire. « Vous avez choisi ce chemin ensemble. Si à un moment il devient clair que c'est trop pour lui, je sais que tu feras ce qui est juste, quelle que soit la conséquence. » Alors qu'il chargeait Tempête dans le van, le téléphone d'Antoine vibra à nouveau. Un message anonyme, provenant du même numéro inconnu. Beaumont a encore modifié le protocole. Les feux d'artifice seront tirés directement depuis l'intérieur de l'arène et le parcours a été redessiné pour passer délibérément devant les haut-parleurs les plus puissants. Antoine sentit son estomac se nouer.
Cette nouvelle tentative de sabotage n'était plus seulement une menace pour leur défi, elle mettait potentiellement en danger tous les participants, humains comme équins. Pourtant, étrangement, ils n'éprouvaient plus la peur paralysante des jours précédents, mais une détermination calme et froide. « Prêt ?» demanda Catherine, les clés du van à la main. Antoine jeta un dernier regard à Tempête, paisiblement installé dans le van, puis hocha la tête. « Prêt ?» L'aube se levait sur Chantilly, teintant le ciel d'un bleu parfait qui semblait presque provocateur. Antoine, debout près du van qui transportait Tempête, contemplait cette journée décisive avec un mélange de détermination et d'appréhension. Le message d'avertissement concernant les modifications du parcours résonnait encore dans son esprit. Mais il n'avait plus le luxe de la peur. L'heure était venue d'affronter Beaumont sur son propre terrain. « Tu es prêt ?» demanda Catherine, ajustant la veste simple qu'elle avait prêtée à Antoine pour l'événement. Le jeune homme hocha la tête, incapable d'articuler les émotions contradictoires qui l'habitaient. Il posa une main sur la paroi du van, sentant la présence de Tempête de l'autre côté, comme si leurs énergies communiquaient à travers le métal. Les abords du haras de Chantilly bourdonnaient déjà d'activité. Des voitures luxueuses déposaient des invités en tenues élégantes, tandis que des journalistes installaient leurs équipements. Antoine aperçut même un petit groupe de manifestants tenus à distance par des agents de sécurité, leurs pancartes dénonçant la maltraitance équine clairement visible. Dans les coulisses du défilé, l'arrivée d'Antoine et Tempête provoqua un silence momentané. Les autres participants, cavaliers professionnels aux tenues impeccables, montant des chevaux d'une valeur inestimable, observaient avec un mélange de curiosité et de dédain ce duo improbable. Antoine, dans ses vêtements simples, contrastait dramatiquement avec leurs uniformes d'apparat. « C'est lui, le garçon de la banlieue », murmura quelqu'un assez fort pour être entendu. Tempête, sentant immédiatement la tension ambiante, commença à s'agiter. Ses oreilles pivotaient nerveusement, captant les multiples stimuli de cet environnement chaotique. Antoine posa doucement sa main sur son encolure, établissant un point d'ancrage familier dans ce monde étranger. « Nous sommes ensemble », murmura-t-il à l'oreille du cheval. « Rien d'autre n'importe. » Madeleine et le docteur Leclerc les rejoignirent, portant un petit sac contenant leur équipement d'urgence, des protections auditives spéciales pour Tempête, des huiles essentielles apaisantes et divers outils que le vétérinaire avait jugés potentiellement utiles. « J'ai fait le tour du parcours », annonça sombrement le docteur Leclerc. « C'est pire que prévu. Les haut-parleurs sont positionnés précisément aux endroits les plus étroits, et les artificiers préparent des effets pyrotechniques à seulement quelques mètres de la piste. Un piège parfait, confirma Madeleine, son visage ridé exprimant une colère contenue. Antoine acquiesça silencieusement. Il s'était attendu à rien de moins de la part de Beaumont. « Nous adapterons notre approche », dit-il simplement, surprenant ses alliés par son calme. Au même moment, la voix du maître de cérémonie résonna dans les haut-parleurs, annonçant le début imminent du défilé. Les tribunes historiques étaient maintenant remplies d'une foule élégante. L'élite parisienne venue assister au spectacle équestre traditionnel qui marquait l'ouverture de la semaine du cheval. Beaumont circulait parmi les invités de marque, impeccable dans son costume sur mesure. Son sourire n'atteignait pas ses yeux lorsqu'il évoquait négligemment l'expérience sociale intéressante qu'il avait organisée. Le garçon a du talent, indéniablement, l'entendit-on dire à un ministre de passage, mais nous verrons comment il se comporte sous pression réelle. L'équitation de haut niveau n'est pas un passe-temps, c'est une tradition d'excellence. Les participants commencèrent à défiler un par un, présentés avec emphase par le commentateur. Chaque entrée était accueillie par des applaudissements polis, la foule appréciant le spectacle codifié de cette tradition équestre. Lorsque vint leur tour, Antoine sentit son cœur s'accélérer. Tempête percevait clairement sa nervosité, s'agitant davantage. Le jeune homme prit une profonde inspiration, se recentrant. « Mesdames et messieurs », annonça Beaumont lui-même, ayant pris le micro des mains du présentateur, « nous avons une présentation spéciale aujourd'hui. Dans le cadre de l'engagement social du haras de Chantilly, nous avons offert à un jeune homme de la périphérie de Lyon l'opportunité de travailler avec l'un de nos chevaux. » Sa voix suintait d'une condescendance à peine voilée tandis qu'il poursuivait. Antoine Dubois tentera de monter Tempête,
un animal qui, malheureusement, a subi un traumatisme sévère sur les pistes. S'il parvient à compléter le parcours sans incident, comme je l'ai promis au jeune homme, il pourra emmener le cheval avec lui, un geste qui démontre notre engagement envers l'inclusion sociale. Des murmures parcoururent l'assistance. Certains applaudissaient cette apparente générosité, d'autres, plus perspicaces, reconnaissaient la cruauté calculée du défi. Antoine conduisit Tempête jusqu'au centre de l'arène. L'étalon noir était visiblement nerveux, ses oreilles pivotant rapidement pour capter les multiples sons, ses naseaux dilatés humant l'air saturé d'odeurs inconnues. Le jeune homme pouvait sentir la tension dans chaque muscle du puissant animal. Au lieu de tenter immédiatement de le monter, Antoine fit quelque chose qui stupéfia l'assistance. Il s'assit calmement sur le sol de l'arène. « Que fait-il » demanda quelqu'un dans la tribune. « Il gaspille notre temps », répondit Beaumont avec mépris, suffisamment fort pour être entendu des premiers rangs. Antoine ferma les yeux un instant, faisant abstraction des milliers de regards fixés sur lui. Il se concentra uniquement sur sa respiration, établissant ce rythme lent et régulier qui avait toujours calmé Tempête. Puis, doucement, il commença à chanter « Loup Mistro », cette ancienne chanson provençale qui parlait du vent puissant soufflant sur la Camargue et des chevaux libres galopant dans les marais. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance à mesure que la mélodie prenait forme. Ce n'était pas une voix particulièrement belle ou travaillée, mais elle portait une sincérité qui transcendait la technique. Le public, d'abord confus, fit progressivement silence, intrigué par cette approche non conventionnelle. Même les plus sceptiques se taisaient maintenant, captivés malgré eux par la scène inhabituelle qui se déroulait sous leurs yeux. Tempête, reconnaissant cette chanson qui avait rythmé tant de leurs moments ensemble, commença visiblement à se détendre. Ses oreilles, auparavant agitées, se fixèrent sur Antoine. Sa respiration, jusque-là rapide et superficielle, devint plus profonde, plus régulière. Antoine continua à chanter, chaque note tissant un cocon protecteur autour d'eux, isolant momentanément leur duo du chaos environnant. Lorsque la dernière note s'éteignit, un silence presque sacré régnait dans l'arène. Avec des mouvements fluides, sans brusquerie, Antoine se releva. Il tendit la main vers Tempête, qui s'approcha de lui-même. Leurs regards se croisèrent dans un moment de connexion si palpable que plusieurs spectateurs retinrent leur souffle. La mise en scène se fit avec une telle naturelle qu'elle semblait chorégraphiée. Aucune lutte, aucune domination, juste deux êtres fusionnant en un mouvement harmonieux. Antoine n'utilisa ni éperon, ni cravache, guidant Tempête uniquement par de légères pressions des jambes et des déplacements subtils de son poids. Au lieu de forcer Tempête à suivre le parcours planifié, Antoine lui permit de choisir son propre chemin dans l'arène. Lorsqu'ils approchèrent des drapeaux flottants que le cheval redoutait, Antoine se pencha en avant, murmurant quelque chose à l'oreille de l'animal, qui traversa l'obstacle avec hésitation mais sans panique. « Extraordinaire », commenta le docteur Leclerc, qui observait aux côtés d'autres spécialistes. Le cheval est clairement encore anxieux, mais il fait suffisamment confiance au cavalier pour affronter ses peurs. À mesure qu'il progressait, la syntonie entre Antoine et Tempête devenait plus évidente. Il n'y avait pas d'ordre crié, pas de mouvement brusque, seulement une communication subtile à travers le corps. Lorsqu'ils atteignirent le centre de l'arène, Antoine guida doucement Tempête pour exécuter un mouvement circulaire parfait, non pas avec la précision mécanique du dressage classique, mais avec la grâce naturelle de deux partenaires dansant ensemble. Le public, initialement sceptique, commença à applaudir spontanément. Même les traditionalistes reconnaissaient qu'ils assistaient à quelque chose de rare. Beaumont observait, stupéfait, son plan d'humiliation se transformant en son contraire. Le moment culminant survint lorsque les feux d'artifice furent déclenchés prématurément, une autre coïncidence planifiée pour déstabiliser Tempête. L'étalon se cabra violemment, terrifié par le bruit soudain. Pendant un instant, il sembla qu'Antoine allait être désarçonné. Mais au lieu de tirer sur les rênes ou de forcer l'animal à obéir, Antoine fit quelque chose d'inattendu. Il se pencha en avant et enlaça l'encolure de Tempête, murmurant à son oreille, tandis que le cheval se débattait. « Je suis là, nous sommes ensemble, rien ne nous séparera maintenant. » Progressivement, Tempête s'apaisa.
Lorsque ses sabots touchèrent à nouveau le sol, Antoine dirigea l'animal directement vers la tribune d'honneur où Beaumont était assis. « Nous avons rempli notre part du contrat, monsieur », déclara Antoine, assez fort pour être entendu. Le cheval inutile a montré sa vraie valeur. Beaumont était pris au piège. Des centaines de témoins avaient entendu sa promesse, et des dizaines de caméras avaient enregistré la performance impressionnante. Avec un sourire forcé, il répondit « Oui, félicitations, l'animal est à toi ». La foule applaudit avec enthousiasme, mais Antoine n'avait pas terminé. « Merci, mais je veux que tous sachent ce qui s'est réellement passé ici aujourd'hui. Ce n'est pas un cheval brisé qui a été réparé. C'est un être sensible qui a été respecté. Je ne l'ai pas dompté. Nous nous sommes choisis. » Catherine apparut aux côtés de son père. « Et il y a autre chose que tout le monde devrait savoir. » Elle remit aux journalistes présents un dossier contenant des copies des documents rassemblés par Madeleine. Registre de mauvais traitements systématiques, négligence vétérinaire, chevaux écartés prématurément. La véritable histoire ne concerne pas un garçon de la banlieue et un cheval traumatisé. Elle concerne un système qui traite les êtres vivants comme des marchandises jetables. Le brouhaha dans les tribunes s'intensifia. Beaumont, livide, tenta d'arracher les documents des mains des journalistes, mais il était trop tard. Les caméras capturaient sa réaction furieuse, qui ne faisait que confirmer les accusations. « Tu ne peux pas faire ça. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te déshériter. »« Fais ce que tu veux, papa. Je choisis d'être du bon côté de l'histoire. » Les jours qui suivirent la performance d'Antoine et Tempête transformèrent radicalement le paysage équestre français. Les journaux, qui autrefois consacraient leurs pages sportives aux victoires des champions traditionnels, publiaient maintenant des analyses approfondies sur le bien-être animal et les méthodes d'entraînement éthiques. Le dompteur de la périphérie révèle un scandale dans l'équitation d'élite, titrait Le Figaro, tandis que Libération consacrait un dossier entier aux pratiques controversées dans les haras prestigieux. L'image de Beaumont tentant d'arracher frénétiquement les documents des mains des journalistes était devenue virale. Sa réaction, captée par des dizaines de caméras, confirmait plus éloquemment les accusations que n'importe quel témoignage. Son visage déformé par la rage, ses gestes désordonnés trahissaient l'homme habitué à contrôler chaque situation qui perdait soudain tout pouvoir. Antoine refusait pourtant de participer à cette frénésie médiatique. Un soir, alors qu'une équipe de France 2 l'attendait devant la petite ferme de Senlis, il déclina poliment l'invitation. « Cette histoire ne me concerne pas », expliqua-t-il aux journalistes décontenancés. « Elle concerne le respect d'êtres qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. » Le retour à Lyon fut étrangement paisible. Antoine et Tempête voyagèrent dans un van prêté par la clinique vétérinaire du docteur Leclerc, roulant de nuit pour éviter la tension. Marielle les attendait avec une nouvelle qui semblait providentielle. Une association de protection animale avait mis à disposition un petit terrain en périphérie de Lyon, anciennement utilisé comme pâturage, où Antoine pourrait établir un refuge pour Tempête. L'inauguration du refuge des âmes brisées se déroula sans cérémonie officielle. Une simple plaque en bois, sculptée par Jean-Pierre, marquait l'entrée du modeste domaine. Antoine avait insisté pour y faire graver une citation de son père. « Les chevaux sont des miroirs d'eau. Ils reflètent qui nous sommes à l'intérieur. » Les premiers jours furent consacrés à l'installation. Antoine, aidé par quelques amis des Minguettes qui avaient suivi son histoire avec étonnement et fierté, construisit un abri simple mais confortable pour Tempête. L'étalon observait ses activités avec une curiosité tranquille, s'aventurant parfois pour renifler les outils ou les matériaux, comme s'il approuvait les travaux en cours. « Il comprend que c'est son foyer maintenant », expliqua Antoine à sa mère qui s'inquiétait de voir le cheval si près des travailleurs. Il ne craint plus que chaque humain soit une menace. À peine une semaine après leur installation, un homme arriva au refuge, tenant par la longe une jument à l'air hagard dont le flanc portait des cicatrices similaires à celles de Tempête. « On m'a dit que vous pouviez aider », dit-il simplement en tendant la longe à Antoine. « Elle refuse tout contact depuis des mois. Le vétérinaire suggère l'euthanasie, mais… » Antoine observa l'animal tremblant, reconnaissant dans ses yeux la même terreur qui habitait Tempête à leur première rencontre. « Je ne promets pas de réparer votre cheval.
répondit-il doucement. Je promets de l'écouter. Cette scène se répéta dans les semaines suivantes. D'abord au compte-gouttes, puis de façon plus régulière, des propriétaires désespérés amenaient leurs chevaux traumatisés au petit refuge qui s'agrandissait progressivement. Chaque nouvel arrivant était accueilli selon le même principe. Pas de promesses miraculeuses, juste l'engagement d'une présence respectueuse et d'une écoute attentive. Marielle, initialement réticente à s'impliquer dans cette aventure qu'elle jugeait précaire, se retrouva à gérer les aspects financiers du refuge. Un soir, assise à la table de leur modeste cuisine, elle contemplait avec inquiétude les chiffres griffonnés dans son carnet. « Comment allons-nous soutenir tout cela ?» demanda-t-elle en montrant les colonnes de dépenses. Le foin, les soins vétérinaires, l'entretien. Comme en réponse à sa question, la sonnette retentit. Un homme élégant se tenait sur le seuil, tenant une enveloppe. « Je représente la Fondation pour le bien-être équin », expliqua-t-il. « Nous souhaiterions soutenir votre initiative. » Le lendemain matin, une lettre portant l'entête du haras de Chantilly arriva. Antoine reconnut immédiatement l'écriture soignée de Catherine. « Papa a démissionné de la présidence du haras », écrivait-elle. La pression des sponsors et de la Fédération équestre française était devenue insoutenable. « J'assume temporairement la direction, mais j'ai besoin de tes conseils pour transformer cet endroit. » Antoine sourit en lisant ces lignes. Le monde de l'équitation française, si hermétique et codifié, commençait peut-être à s'ouvrir à d'autres perspectives. Catherine concluait sa lettre en annonçant sa première décision officielle, transformer une partie des installations luxueuses du haras en centre de réhabilitation pour chevaux de course réformés. Les mois suivants virent le petit refuge lyonnais se développer de façon organique. Des étudiants en médecine vétérinaire commencèrent à venir observer les méthodes d'Antoine, prenant des notes sur ses techniques non conventionnelles. Loin d'être possessif avec son savoir, le jeune homme partageait volontiers ses observations, montrant comment chaque cheval nécessitait une approche personnalisée. « Regardez comment celle-ci réagit à la musique mais pas à la voix parlée », expliquait-il en montrant une jument grise récemment arrivée. Tandis que celui-là préfère le silence total. Il n'existe pas de méthode universelle. Un jour, le docteur Leclerc arriva accompagné d'une délégation internationale de vétérinaires comportementalistes. « Ce qu'Antoine développe ici, leur expliqua-t-il, révolutionne notre compréhension du trauma équin. Ces animaux ne sont pas cassés ou vicieux. Ils répondent logiquement à des expériences traumatiques, exactement comme les humains. » Tandis qu'Antoine guidait le groupe à travers le refuge désormais bien organisé, des images du passé surgissaient dans son esprit. Tempête, seul et furieux dans son box isolé à Chantilly. Leur première connexion hésitante. Les nuits passées à simplement partager un espace sans exigence. Le sauvetage à Deauville, et finalement, leur triomphe partagé dans l'arène. Ces souvenirs se superposaient à la réalité présente. Tempête galopant librement dans le grand paddock, s'arrêtant parfois pour observer curieusement les nouveaux venus, comme conscient de son rôle de pionnier dans cette communauté d'âmes blessées en voie de guérison. Un soir d'automne particulièrement doux, Antoine emmena Tempête pour une longue promenade dans les champs qui bordèrent le refuge. Ils galopèrent librement, sans selle ni bride, communiquant par de subtils changements de poids et d'énergie. Ces moments représentaient la quintessence de leur relation, une confiance absolue, une liberté partagée. Au retour, Antoine aperçut une silhouette inconnue qui attendait près de l'entrée du refuge. Un homme âgé, au visage buriné par le soleil et les intempéries, l'observait avec un intérêt non dissimulé. « Tu dois être Antoine », dit l'inconnu lorsqu'ils s'approchèrent. « Je m'appelle Gabriel. J'ai travaillé avec ton père en Camargue il y a bien des années. » Le cœur d'Antoine manqua un battement. « Vous avez connu mon père ?» demanda-t-il, descendant de Tempête d'un mouvement fluide. « Oui. Lucien avait un don particulier avec les chevaux sauvages, » répondit Gabriel avec un sourire nostalgique. « Je vois qu'il t'a transmis ce don. » L'homme observa Tempête qui, étonnamment, s'approcha de lui-même, poussé par une curiosité tranquille que seuls les êtres en paix avec eux-mêmes peuvent manifester. « Ton père disait souvent que les chevaux choisissent leurs humains, pas l'inverse, » poursuivit Gabriel en caressant doucement le chanfrein de l'étalon. « Ils reconnaissent ceux qui voient au-delà de leur utilité. » Son sourire s'élargit. « Il serait très fier de constater que tu as compris la leçon la plus importante. »« Laquelle ?» demanda Antoine,
ému, que la vraie liberté ne consiste pas à galoper seul, mais à choisir avec qui galoper. Ces paroles résonnèrent profondément en Antoine. Elles capturaient parfaitement l'essence de ce qu'il avait découvert à travers son voyage avec Tempête. Non pas une méthode de dressage, mais une philosophie de relation. Tandis que le soleil descendait sur le petit refuge, d'autres chevaux rescapés s'approchèrent des clôtures, observant curieusement la scène. Chacun portait des cicatrices visibles ou invisibles, témoignages silencieux des souffrances passées. Mais dans leurs yeux brillait désormais quelque chose qui leur avait été volé, et qu'Antoine avait patiemment aidé à reconstruire, l'espoir. Gabriel resta pour le dîner, partageant avec Antoine et Marielle des histoires sur Lucien que le jeune homme n'avait jamais entendues. Des anecdotes sur sa patience légendaire, sa capacité à rester immobile pendant des heures pour gagner la confiance d'un étalon particulièrement farouche, son respect inébranlable pour la nature sauvage des chevaux camarguais. Il n'essayait jamais de briser leur esprit, expliqua Gabriel. Il disait toujours qu'un cheval dont l'esprit est brisé n'est plus vraiment un cheval. Plus tard cette nuit-là, après le départ de Gabriel, Antoine retourna auprès de Tempête. L'étalon noir reposait paisiblement dans son paddock, sa respiration régulière formant de petits nuages dans l'air frais de l'automne. Antoine s'assit silencieusement sur la clôture, contemplant cette créature majestueuse qui avait changé le cours de sa vie. Tempête, sentant sa présence, s'approcha tranquillement et posa sa tête contre l'épaule du jeune homme. Ce geste, si simple et pourtant si profond, contenait toute l'histoire de leur parcours ensemble, de la méfiance absolue à la confiance inconditionnelle. Antoine caressa l'encolure puissante, reconnaissant dans la chaleur de ce contact toutes les leçons apprises, tous les obstacles surmontés. « Nous n'étions pas brisés », murmura-t-il, répétant les paroles qu'il avait adressées au cheval ce jour décisif à Chantilly. « Nous étions juste incompris. » Au loin, le vent transportait les notes d'une ancienne chanson provençale, rappel d'un père qui avait enseigné à son fils que la véritable force réside dans la douceur, et que la plus profonde connexion n'est non pas du pouvoir, mais du respect mutuel entre âmes qui se reconnaissent.